Et voilà. C'est toi qui m'interviewe ou c'est toi qui m'interviewe ou l'inverse? Ah, en fait, c'est un débat, donc... Parfait. Ça enregistre, c'est démarré. Bonjour, bonjour Jean. Eh ben, salut Pierrot, on est ensemble. Ah voilà, Pierrot est déjà parti. Non, c'est bon. Voilà, avec la lumière, ce sera un petit peu mieux. Ben voilà, qu'on admire ta calvitie avancée. Oui, mais surtout qu'on admire qu'on a encore un petit peu d'électricité en Europe. Ça risque de pas toujours durer. C'est vrai. Faut remercier Poutine ou... Ah, il faut remercier les eurocrates, les eurocommunistes, comme l'appelle ton auteur Anatoly Golitsyn, qui écrit 2 excellents livres. Ah voilà, on va parler ensemble. Donc vous savez, si vous nous suivez un peu, Pierrot et moi, d'habitude on s'interviewe l'un l'autre. C'est souvent d'ailleurs Pierrot qui m'interviewe. Mais ça fait longtemps qu'on voulait un peu échanger plus librement, c'est-à-dire sans ce format d'interview un peu strict, sur la géopolitique en général et Anatoly Golitsyn en particulier, parce que cet homme qui a publié 2 livres majeurs, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par te poser la question, là. C'est pas une interview, mais enfin, comme c'est toi qui as découvert ces livres récemment et que moi, je les ai traduits, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé? Puisqu'en plus, tu as lu les 2 de suite, donc déjà, bravo pour les 800 pages que tu t'es enfilé, ou 750, enfin, c'est assez lourd. En plus, c'est des grands formats. Il y a beaucoup de choses à lire, à découvrir. C'est une nouvelle vision de l'histoire via une nouvelle méthodologie. Donc, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé. Et puis après, à partir de là, on va pouvoir peut-être échanger sur la manière dont ça a fait changer aussi ta perception de la géopolitique et peut-être via ce conflit en Ukraine. Alors, je les ai lus, hein, la preuve, ils sont là, ils sont écornés, ils ont été lus. Alors, ces livres nous expliquent, pour ceux qui nous attraperaient en route ou qui ne les connaissent pas, tu m'as encouragé à nombreuses reprises, puisqu'on parlait un petit peu de la Chine, on parlait de la Russie, et que tu avais amené sur la table cet auteur, transfuge donc de l'Union soviétique aux États-Unis, qui faisait des rapports pour la CIA, le gouvernement américain, à propos de sa vision de ce qui se passait en Russie. Et j'ai mis le temps pour enfin trouver les lire. Et je dois dire que ces livres sont absolument indispensables à lire pour quiconque s'intéresse à l'histoire du XXe siècle, et particulièrement à l'histoire de la guerre froide et bien sûr de l'Union soviétique. Ils sont absolument fondamentaux parce que, donc, surtout dans des mensonges pas si nouveaux. Alors, tout d'abord, parenthèse, je te relance une question rapide, mais comment se fait-il que des livres aussi capitaux ne sont pas traduits? Parce que on les trouvait aux États-Unis, on les trouve. J'ai acheté la version américaine pour aussi la lire, donc j'ai aussi lu la version anglaise. Non pas que je ne te fasse pas confiance dans ta traduction, mais il y avait certains paragraphes, certains points qui me paraissaient tellement énormes, tellement fascinants d'un point de vue historique aussi, parce qu'il y a un impact dans ce que l'on vit aujourd'hui. Et je voulais vérifier si effectivement dans la version anglaise aussi. Et je vais l'offrir à un ami qui est historien. Donc vraiment des livres capitaux parce que, en tout cas, on va commencer par le premier. Si je donne simplement mon humble avis de lecteur et d'historien amateur. Et je dois, alors tu ne le sais pas, et nos auteurs, peut-être, nos auditeurs ne le savent pas non plus, mais j'ai étudié au début des années 2000, j'ai été en tant qu'auditeur libre en faculté d'histoire à l'Université de Genève, suivre des cours spécifiquement sur l'Union soviétique et particulièrement l'économie de l'Union soviétique. Parce que ça m'intéressait de voir comment un système communiste foireux gérait son économie. La réponse, c'est mal. Mais c'était très intéressant, notamment, et c'est là où c'est lié à ce que j'ai lu là-dedans et j'ai découvert des éléments vraiment fascinants, notamment dans les liens économiques entre les pays du pacte de Varsovie, donc les pays satellites de l'Union soviétique, avec ceux qui étaient prétendument, ou en tout cas qui étaient considérés, le sont par les historiens et les universitaires aujourd'hui, comme étant un peu comme la Yougoslavie de Tito, la Roumanie de Ceausescu, étant un peu ils faisaient un peu cavalier seul par rapport ils avaient un rapport un peu bizarre avec l'Union soviétique, de la même manière que l'Albanie avec la Chine. Or, on découvre en lisant ce livre qu'en fait, et je dois dire que par rapport à ce que j'ai pu lire dans le passé, ce que dit Golitsyn
et explique des zones d'ombre bizarres qui étaient considérées comme étant inexpliquées ou simplement les vicissitudes des humeurs des leaders locaux. Or, en fait, dans le système soviétique, les humeurs des leaders locaux, elles avaient évidemment leur importance, mais pas autant par rapport au fondamental. Et ce que nous explique Analytic Golitsyn dans ce livre, on pourra tout à l'heure lire des extraits qui me paraissent fascinants, démontre qu'en réalité, il y avait en fait, il y a plusieurs plans, même depuis le début du système soviétique. Il y a des plans à partir d'encore où Lénine était vivant, puis il y a eu des plans sous Staline, puis il y a eu des plans sous Khrouchtchev, où finalement l'état profond soviétique, on peut l'appeler comme ça pour prendre ce néologisme turc, et puis aujourd'hui que l'on utilise beaucoup pour les États-Unis, eh bien, d'abord, il ne laissait pas faire à Khrouchtchev ce qu'il voulait, il ne laissait pas faire à... Alors Staline, oui, mais Khrouchtchev, certainement pas, et les leaders suivants non plus, et que cet état profond, en fait, a décidé de lâcher bride à certains aspects des relations internationales, certains aspects des relations intra-pays soviétiques ou communistes, et surtout à l'intérieur de l'Union soviétique, sur le plan économique, à plusieurs reprises. La NEP en 1921-1923, ouais. La déstalinisation économique, si on veut, sous Khrouchtchev, puis on le verra, et ça ce sera le thème du deuxième livre, mais on pourra en discuter tout à l'heure, lors de la perestroïka. Et on voit, et vraiment il donne des preuves, il donne des éléments d'explication qui aujourd'hui, avec l'ouverture des archives, mais aussi avec l'observation des faits, nous montrent que, mais bien sûr, ils ont été très très malins. Et pour résumer, tu me corrigeras si je me trompe, en gros, le système économique soviétique était, en fait, il ne fonctionne jamais, il ne fonctionne pas, le communisme ne peut pas fonctionner. Et donc, à la fois, d'un côté, il y a besoin de lâcher, donner une bouffée d'oxygène aux forces productives et créatrices de l'humain, notamment pour les produits de consommation, parce que l'Union soviétique, elle était encore assez efficace pour fabriquer des tanks, des fusées, des programmes ou des sommes colossales. Alors, ce n'était pas efficient, mais en tout cas, c'était efficace. Si vous saisissez la différence des choses. Ils arrivaient à envoyer des cosmonautes dans l'espace avant les Américains, mais avec des parts du PNB absolument gigantesques si on les compare aux États-Unis, par exemple. En revanche, dans le consumer good, dans tout ce qui est pour la production de produits, on va dire, non absolument vitaux, et encore, parmi l'agriculture, elle est vitale, ils étaient complètement à la ramasse pour des raisons organisationnelles et idéologiques. Donc, il fallait lâcher la bride pour que ça puisse fonctionner. Mais là, ça, on le savait à peu près, qu'il y avait mais on pensait que c'était que ça. Mais en fait, il y a vraiment une volonté de faire, comment dire, de faire une sorte de faire croire à l'Occident que cette ouverture, en fait, c'était sincère et qu'il s'agissait de montrer une bonne volonté et finalement de faire un pas vers le système occidental et de dire on va être amis, alors qu'en réalité, l'objectif était clairement, et ça c'est tout à fait dans la doctrine lénino-marxiste, hein, ça c'est évident, sauf que parfois on l'oublie, mais clairement c'était de subvertir l'Occident. D'ailleurs, le collègue de Golitsyn, Yuri Bezmenov, avait montré aussi comment cette infiltration au niveau des universités, au niveau des... Alors lui, il parlait plutôt de comment on infiltre et on infiltre l'Occident. Là, il nous montre comment on fait semblant dans les pays communistes d'avoir des dissensions et de finalement se montrer plus faible que l'on est pour que l'Occident lâche la grappe. Et ça a fonctionné dans le nucléaire, ça a fonctionné dans les armes nucléaires, donc ça a fonctionné dans plein de domaines. Et puis, alors, si tu veux, je peux rebondir déjà avant que... Parce que c'est intéressant là, ce que tu dis sur Bezmenov. En effet, Golitsyn est tout à fait complémentaire de Bezmenov, puisque Bezmenov expliquait dans ses conférences qui circulent sur YouTube, hein, il faut regarder ça, c'est vraiment très important de comprendre il faut comprendre l'ennemi, en fait. Il ne faut pas projeter sur l'ennemi ses propres compréhensions. Donc, Bezmenov explique que le but du KGB, majoritairement, ultra majoritairement, ce n'est pas d'espionner, mais de subvertir l'Occident. Donc, de l'infiltrer et de le subvertir de l'intérieur pour le faire tomber sur lui-même. C'est ça le wokisme. Voilà, on voit les fruits aujourd'hui avec le wokisme, etc. Mais justement, Golitsyn explique qu'il y a une stratégie derrière ça, du même KGB, qui consiste à faire tomber les barrières de l'Occident pour se laisser pénétrer par l'ennemi volontairement.
C'est Ouais. ça qui est très fort. C'est que l'Occident voulait croire qu'il avait triomphé du communisme. Il voulait croire que Reagan avait gagné avec l'aide de Jean-Paul II et de je sais pas qui. Et du Oui. coup, ils se sont laissés berner en disant, voilà, nous avons gagné, vive nous, nous sommes beaux, nous sommes grands. Et donc, les Soviétiques ont joué à fond là-dessus, mais dès les années 60. C'est Mhm. ça qui est très fort, c'est que ce que Golitsyn explique, et c'est ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que quand le mur de Berlin est mis en place en 61, c'est dans le but de le faire tomber. Parce Oui, que oui. quand on le fait tomber, et alors ça, donc on inverse en fait la logique, parce que personne n'a compris pourquoi vraiment le mur de Berlin est tombé aussi rapidement en 89. Et là, Mhm. il y a un lien que moi je fais qui n'est pas fait par Golitsyn, c'est le lien avec Tiananmen, parce qu'il y a le lien avec la Chine que lui il fait effectivement, où Alors, il y a à chaque fois que l'Union soviétique ou la Russie est faible, la Chine est forte et inversement. Et c'est assez frappant et flagrant, ces deux marchent ensemble. Ils sont très complémentaires au niveau économique, au niveau militaire, quasiment à tous les niveaux, à tel point qu'on a quasiment affaire à un seul et même État qui ne dit pas son nom. Ça, mhm. c'est assez frappant quand on lit Golitsyn aussi. Effectivement, l'élément qui m'a le. En fait, il y a deux éléments qui m'ont frappé. Un, parce que j'en ai la connaissance personnelle, puis c'est la Roumanie. C'est un pays où j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré évidemment beaucoup de gens qui étaient encore présents à cette époque. Et d'un côté, c'est vrai que, surtout en Roumanie, qui est un pays communiste mais latin, qui était un pays communiste et latin, c'était un peu le grand bordel, le grand n'importe quoi, et qu'en fait, ces soi-disant dissensions et indépendance de Ceausescu par rapport à l'Union soviétique arrangeait bien énormément de petits business entre euh, oligarques soviétiques et oligarques roumains socialistes, puisqu'ils s'appelaient socialistes. Euh, mais celui qui m'a le plus fasciné, parce que c'est un sujet que je ne connais pas du tout en revanche, c'est effectivement les relations sino-soviétiques, où la Chine communiste, entre Mao et Khrouchtchev, ont cassé, en tout cas c'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que beaucoup de gens pensent. On pense qu'il y a énormément encore aujourd'hui finalement des velléités expansionnistes de la Chine sur la Russie, etc. Et lorsque l'on lit attentivement Golitsyn, on se rend compte, et là alors, comme tout le reste, encore une fois, c'est pas juste un type qui raconte ses idées, c'est extrêmement bien, alors je ne sais pas si on peut dire documenté, parce que c'est difficile puisqu'à l'époque où il écrit ce livre, les archives soviétiques n'étaient pas disponibles. Et donc, il fait des démonstrations extrêmement probantes qui, si à l'époque où est sorti ce livre, je crois que c'est le début des années 80, tout début des années 80, le premier, Ouais, il l'a écrit en 1980 et il l'a fait paraître en 84. voilà, donc, et il y a des choses qu'il dit qui vont arriver, qui sont arrivées. Et en plus, donc dans la fin des années 80, clairement, il avait prévu la perestroïka. Personne ne l'avait vu venir, ce truc. Il l'avait prévu, il l'avait expliqué, et il explique comment, en fait, la Chine va s'ouvrir, enfin, depuis déjà Deng Xiaoping, effectivement, il décrit pas Tiananmen, évidemment, mais le processus comparable à ce qui s'est passé après Tiananmen, c'est-à-dire, en fait, une prise de contrôle d'une économie de marché ouverte par le Parti communiste chinois pour permettre l'enrichissement du pays, le transfert de technologie qui a fonctionné. Et là, c'est vraiment bluffant parce qu'il il a vraiment raison. Parce que quand on voit aujourd'hui que le Parti communiste chinois contrôle d'une manière incroyablement totale l'économie sans avoir l'aspect planificateur nécessairement partout, sans avoir nécessairement en fait le marxisme-léninisme partout, il y a cet hybride qui s'est créé et qui est fascinant et qui est clairement ce qui est en train d'arriver en Chine. Et simultanément, bah, tu l'as dit, et je pense que Golitsyn est beaucoup plus profond et intéressant. Il est à lire en parallèle avec Bezmenov, mais Bezmenov a fait des conférences. Golitsyn, c'est des livres, il y a de la matière dedans. Donc vraiment, par ça, je conseille, si vous êtes intéressé par l'histoire du XXe siècle, de l'Union soviétique, ou si vous avez des amis qui le sont, ces deux livres sont absolument indispensables dans toute bibliothèque et toute personne qui se veut érudite sur le sujet. Moi, je ne le suis que très superficiellement, mais ils m'ont fasciné. Et ils donnent une lumière vraiment nouvelle sur d'abord sur la relation sino-soviétique, mais aussi sur comment le communisme de ce bloc chinois et ce bloc russe, soviétique, a évolué à partir des années 80
Et après, moi, j'ai ma théorie sur comment ça s'est passé. Là où il y a eu des échecs et là où ça a réussi. Mais en tout cas, ce sont des livres. Parce que là, on aura peut-être des éléments de désaccord. Mais en tout cas, ces livres sont fondamentaux, ils sont à lire. Je te remercie de me les avoir fait connaître et je pense que les gens qui nous écoutent vont te remercier lorsqu'ils vont les lire. En plus, j'ai trouvé la traduction vraiment bien faite, le langage, ils sont faciles à lire. Non, mais vraiment, J'ai passé du temps. J'ai passé beaucoup de temps parce que, en fait, j'ai vérifié chaque terme. Tu sais qu'il y a des termes un peu spécifiques dans le communisme. Et moi, même si je suis un peu un expert maintenant du communisme depuis 17 ans, je ne les connais pas tous, notamment en Chine. Il y a des trucs comme commune populaire, par exemple, il faut savoir ce que c'est. Donc, j'ai dû vérifier souvent des termes qui me paraissaient un peu bizarres. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, il y a les traducteurs automatiques qui en font gagner aussi beaucoup. Mais j'ai dû tout relire, évidemment. Et alors, juste avant de te poser la question sur la manière dont ça a changé ta perception à la fois de l'histoire du XXe siècle et peut-être de l'histoire contemporaine, puisque Golitsyn fait beaucoup de prédictions qui se sont largement vérifiées et qui continuent de se vérifier avec ce qu'il appelle le One Clenched Fist, c'est-à-dire le poing fermé, c'est-à-dire l'alliance sino-russe qui, quand elle arrive quand elle est affirmée, comme elle l'est depuis maintenant, on pourrait remonter au 4 février 2022, par exemple, si on veut mettre une date, quand ils se rencontrent au JO de Pékin, et que Xi Jinping dit à Poutine, maintenant tu attends la fin de mes jeux pour déclencher ton attaque en Ukraine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc avant de te poser cette question, j'aimerais répondre à celle que tu m'as posée au tout début, c'est-à-dire comment ça se fait. C'est vrai que c'est hallucinant que de tels livres soient, je ne sais pas si on peut dire censurés, mais concrètement, donc, parce que la censure aujourd'hui, c'est pas un État qui va dire, voilà, avant l'Église catholique où des États mettaient des livres à l'index, tu sais, on disait ça c'est l'enfer des bibliothèques, ça, ne lisez pas Émile Zola, même ne lisez pas la Bible à un certain moment, Calvin et les autres traducteurs étaient persécutés, bon. Mais c'est plus comme ça la censure. Aujourd'hui la censure, c'est la censure par le vide, parce qu'on peut tout publier, on peut tout lire avec Amazon notamment, donc comment ça se fait qu'un livre comme ça depuis 84, donc ça fait 38 ans, et pour l'autre 27 ans, Supercherie de la Perestroïka, comment ça se fait? Alors moi j'ai ma petite théorie, tu sais, bon, il y a peut-être le hasard, il ne faut pas écarter ça complètement, si tu vois des gens comme Vivaldi par exemple dans un tout autre domaine. Comment? Ou la paresse des gens qui lisent. Ah ça c'est une autre thèse. Mais le hasard, ça veut dire, bon, bah voilà, ça s'est trouvé comme ça, tu vois. Bon, ça arrive aussi. Donc, dans le domaine de la musique classique, Vivaldi avait quasiment disparu avant que Jean-Sébastien Bach le redécouvre. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Vivaldi, mais on a du mal à imaginer que Vivaldi était totalement inconnu avant que Jean-Sébastien Bach ne le réhabilite. Ça, c'est possible. Mais honnêtement, j'y crois pas. Alors, maintenant, la paresse, j'y crois pas non plus, parce que sur un thème pareil, sur des preuves qu'il apporte et qu'il valide sous moins de 10 ans, à 94%, d'après l'historien Marc Kribling, là, il y a autre chose. Et donc, moi, ma thèse, puisqu'en plus j'en ai parlé, ou j'ai essayé d'en parler avec des anticommunistes français, comme Thierry Volton, comme Stéphane Courtois, j'aurais bien voulu en parler avec Jean-François Revel, parce que lui, il s'est planté justement en disant que le communisme s'était effondré. Et en fait, c'est ça le problème. Pour moi, c'est pas la paresse, c'est la remise en question trop profonde de ces gens qui ont travaillé toute leur vie sur le communisme et qui ont dit, voilà, le communisme s'est effondré. Et ça y est, ils sont tombés dans le piège justement de cette supercherie de la perestroïka dont parle Golitsyn. Et donc, étant tombé dans ce piège depuis si longtemps, ayant dit tellement de choses, ayant fait tellement de conférences, ayant écrit tellement de livres, le disant, l'affirmant, etc., c'est-à-dire que ça les engage personnellement à une telle mesure qu'ils sont incapables ensuite de revenir et de dire, bon, en fait, je me suis planté toute ma vie. Ça, c'est pas humain. Et ça, on peut le comprendre. Mais après, quand un Stéphane Courtois n'ose même pas répondre à mes mails quand je lui pose la question, ça en dit long. C'est quand même, si tu veux, voilà, le mec qui a fait le livre noir du communisme, qui ne reconnaît pas que même Golitsyn, on pourrait, tu vois, on n'en a même pas débattu de Golitsyn, on ne l'a même pas critiqué. Ça n'existait pas. Jusqu'à ce que je les découvre grâce à Jer Nyquist, à qui il faut rendre hommage, qui est cet intellectuel que tu viens d'interviewer. D'ailleurs, je renvoie à ton interview sur ta chaîne, puisque tu as eu la gentillesse de me l'envoyer. C'est une excellente interview de près d'1 heure et demie, très riche, en anglais. Alors, je verrai si j'ai le temps de la traduire, parce que ça vaut vraiment le coup. Ce gars-là, ça fait 35 ans qu'il est seul à défendre la mémoire de Golitsyn et ses travaux. Et sans son travail, parce que moi je l'ai interviewé en 2021, et c'est lui qui me l'a fait connaître en fait. Donc Et il le fait de manière
pas béate et admirative, parce qu'il a aussi ses critiques. Et j'ai trouvé que parce qu'en fait, bon, Golitsyn, malheureusement, il a eu une fin un peu tragique. De ce que j'ai compris, à la fin, il y a ce désespoir de ne pas être écouté. Parce que même aux États-Unis, il a été un peu ignoré parce que, évidemment, il allait contre. Il va, surtout dans le deuxième livre, dans la supercherie de la perestroïka, il allait contre cette glorification de Gorbatchev, cette idée béate que voilà, tout allait être bien, et puis même contre les profits que l'Occident a fait en Russie dans les années 90 en faisant un quasi-pillage du pays. On en rediscutera probablement parce que c'est un sujet où nous allons peut-être, mais je ne sais pas, peut-être avoir des désaccords ou pas. Mais en tout cas, En fait, clairement, il c'était a... dès 69. En fait, dès 69, Golitsyn, donc, il avait fait défection du KGB en 61, ce qui lui a permis d'assister à ces réunions du KGB au plus haut niveau. Il a rejoint les services occidentaux. Il a révélé plein de taupes du KGB dans les services occidentaux, y compris à l'OTAN, dans les services français, etc. Il était très écouté de Kennedy, qui s'est fait shooter derrière, de Pompidou, qui est mort d'une maladie grave. C'est le seul président de la 5e à ne pas avoir fini son mandat. Et c'est pour ça que Golitsyn affirme que c'est à cause de cela que ces deux leaders ont été tués. Et d'ailleurs, on a d'autres livres qui prouvent que c'est le KGB qui a assassiné JFK. Donc, ce qui est important, c'est que c'est la thèse inverse, opposée, contraire, en tout point à la thèse des néoconservateurs, qui disent justement l'URSS est tombée grâce à Reagan. C'est nous, c'est la CIA et aussi un peu le FBI qui avons fait tomber le communisme. Oui. Ils ont mis McCarthy complètement de côté, qu'ils ont diabolisé. Maintenant, on parle de McCarthyisme. C'est hallucinant. Ils ont inversé complètement le sens. C'est aujourd'hui, c'est les communistes qui font du McCarthyisme. En fait. Et donc, McCarthy a été complètement... Alors qu'il avait raison, la plupart, voire la totalité de ceux qu'il avait révélés étaient des communistes infiltrés. Et au lieu de cela, c'est Golitsyn qu'on a exclu, c'est McCarthy qu'on a exclu. Résultat, aujourd'hui, les États-Unis sont infiltrés à un tel point qu'il y a un président communiste des États-Unis mis en place dans des conditions qu'on sait. Donc Golitsyn, en fait, c'est l'anti-CIA, c'est pour ça qu'il a été exclu. Alors, intéressant de savoir... Comment ? Tu parles d'Obama, parce qu'en fait, avant Biden, il y a déjà le précédent Obama, en réalité. Et même Clinton, on pourrait remonter même à Clinton. Donc, sa femme. Voilà. Donc, intéressant de savoir pourquoi en 69, il se fait virer de la CIA. C'est parce qu'il dénonce le rapprochement que Nixon, avec Kissinger, agent soviétique, veut faire avec la Chine pour faire le containment de l'URSS. Et ça, Golitsyn dit non. C'est justement le piège du ciseau sino-russe. Ça, cette notion de ciseau sino-russe, elle te parle aussi ? Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que alors, petite parenthèse, si les gens qui ont écouté, j'ai écouté ta présentation de l'opération Dragon sur l'assassinat de Kennedy. Alors, je crois que c'est une évidence que le KGB a participé et certainement avait un intérêt à éliminer Kennedy. Moi, je crois pas que c'est je crois que c'est un élément. Je ne crois pas que c'est l'ensemble de l'opération, parce que ça expliquerait pas d'autres éléments du truc. Mais en tout cas, c'est très intéressant de revoir l'assassinat de Kennedy et parce que c'est une thèse qui était assez ancienne, celle de l'assassinat par les soviétiques, parce qu'il y a eu les Cubains et tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait tout le monde s'est mis pour organiser cet assassinat. Certains avaient des rôles mineurs, certains avaient des rôles majeurs. En tout cas, sur la partie... Mais bon, ça serait un débat dans lequel je ne suis pas expert. Donc, ça ne servirait à rien que je donne mon avis particulier qui serait sans valeur. En revanche, effectivement, sur la Chine, et c'est là où je crois qu'on va avoir une divergence, c'est que je crois que tu as raison sur la Chine. La Chine a vraiment... parce qu'elle a réussi sa perestroïka, en fait. Elle a commencé plus tôt, elle l'a faite plus lentement, elle l'a faite avec plus d'ordre. C'est les Chinois, ce sont des gens qui obéissent. Ils ont une culture très différente que celle qui est russe, de la russe. Et ils ont en fait réussi à mettre en place un essor économique impressionnant tout en gardant le contrôle. Et Tiananmen, ça a été effectivement le risque du dérapage.
Et on peut penser, et toi, tu pourras nous en dire plus parce que tu as étudié ce travail, on peut penser que Tiananmen a été provoqué par le système communiste pour qu'il y ait révolte et pour qu'on puisse efficacement broyer ces graines de révolte qui peut-être allaient amener à des tensions plus dures avec le temps, et de garder le contrôle sur cet essor économique qui a eu lieu depuis, moi je m'en souviens, de 89, bien sûr, toi aussi. Oui, et c'est 89 Tiananmen. Ouais, 4 juin. C'est ça, donc avant que le mur de Berlin tombe, et que donc depuis, la Chine a réussi cette incroyable transformation, tout en gardant le contrôle, et tout en gardant, ça c'est un point très important, je crois, la dialectique matérialiste du marxisme-léninisme reste dans les discours, dans ce que les enfants apprennent à l'école, dans finalement l'endoctrinement et l'éducation, on peut appeler ça, c'est la même chose, des Chinois depuis. C'est-à-dire que les jeunes Chinois de 18 ans aujourd'hui, qui se lancent dans des startups, Internet, crypto, machin, en Chine, ils ont baigné à l'école dans le dialectisme matérialiste du marxisme. Et certes, ils savent très bien qu'ils sont en train de faire ils sont ouverts sur l'étranger, ils ont un accès à beaucoup d'informations, pas forcément toutes, mais clairement, le parti, le peuple, l'armée de libération, etc., ça reste quelque chose qui façonne leur culture et qui fait qu'on ne peut pas dire que la Chine n'est pas communiste. Elle a une culture communiste, elle a des éléments entiers de son économie qui sont complètement capitalistes et complètement libéraux, mais fondamentalement, la culture, elle reste inféodée, sauf évidemment les éléments déviants, les éléments rebelles que le système chinois s'efforce à écrabouiller. On a vu avec Falun Gong pour les religions, on l'a vu avec ta théorie, je pense, sur le confinement zéro Covid, et ensuite on relâche. Ta théorie est celle qui est la plus crédible, c'est-à-dire, tu peux peut-être nous la dire. Elle est basée, justement, elle est basée sur Tiananmen. C'est-à-dire qu'à Tiananmen, on sait maintenant que ce sont des étudiants communistes chinois qui ont initié le mouvement. Donc, parce que dans la culture du Parti communiste chinois, c'était déjà des étudiants communistes chinois qui avaient lancé la révolution du Parti communiste chinois, en fait. Donc, c'est dans leur culture, ça commence toujours par les étudiants. Et ensuite, il y a effectivement des vrais dissidents là qui se sont découverts, qui ont émergé, ce qu'ils n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas eu ces premiers étudiants qui étaient sortis en commençant à dénoncer. Résultat, ils ont pu les identifier et les liquider. C'est comme ça qu'ils ont procédé aussi sous Mao. Sous Mao, ils ont liquidé la classe capitaliste, les petits propriétaires, les petits agriculteurs, etc. Et comme ça, d'ailleurs, c'était un désastre, mais contrôlé. Parce que derrière, ils ont pu libéraliser avec Deng Xiaoping. Ça, je ne sais plus si c'est Golitsyn qui l'explique ou quelqu'un d'autre. Je ne sais plus du coup, parce que je dis tellement de trucs. Mais en tout cas, quand ils ont libéralisé sous Deng Xiaoping, il n'y avait plus de classe moyenne, il n'y avait plus de classe capitaliste. Donc c'était le parti qui gérait tout. Voilà. Donc, il n'y a pas eu, en fait, là, c'est peut-être là où on ne sera pas d'accord, c'est qu'il n'y a jamais eu, en fait, de capitalisme digne de ce nom en Chine, puisque le parti a été maître du début à la fin jusqu'à aujourd'hui. Oui. Tu vois bien que quand un Jack Ma, effectivement, dès qu'il y a un déviant, on le tue. Ou on le fait disparaître, ou on le met au cachot, etc. Jack Ma étant... maintenant, il s'est planqué au Japon, etc. Ce qui peut être intéressant aussi de rappeler, et ce que Golitsyn explique, que moi, je n'avais pas compris, peut-être toi, tu ne le savais pas, c'est que c'est la scission réelle de Tito avec Staline qui a montré aux communistes que en fait, l'Occident venait à la rescousse de Tito, alors qu'il était tout aussi communiste que Staline. Et donc, ils se sont dit, ça, on l'avait fait, mais ce n'était pas choisi. Donc, on va le faire maintenant dans le nouveau plan, donc le troisième plan, hein, tu as parlé des deux premiers. Le troisième, c'était celui des années 60, fin des années 50, début des années 60. On va le faire nous-mêmes, c'est-à-dire on va faire croire qu'il y a une scission chez nous, et donc les Occidentaux vont venir à la rescousse de ce pays qui va faire dissension. Alors on va choisir quel est ce pays.
Et à ce moment-là, ils ont choisi la Chine, en effet. Et donc, et ça n'a pas loupé. De Gaulle, d'abord, très important de rappeler, De Gaulle, le premier en 64, reconnaît la Chine communiste, puisque c'était un agent soviétique qui avait pris contact avec Staline dès 1940, donc pendant le pacte germano-soviétique. Après, il est allé en URSS en 44, et puis il est retourné en 66. Donc maintenant, moi, mon avis sur De Gaulle, il est fait. Il a reconnu la Chine communiste en 64. Nixon a suivi derrière en 69. Et résultat, il y a ce ciseau sino-russe qui peut se retourner maintenant contre n'importe qui, y compris l'Inde, par exemple, puisque pendant que la Russie se rapprochait de l'Inde, la Chine se rapprochait du Pakistan. Résultat, quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Inde ne peut plus rien dire, parce qu'elle est très dépendante de la Russie en termes d'armes, et elle a le Pakistan en face, et même la Chine. Donc c'est très bien foutu. C'est hallucinant à quel point c'est bien foutu. Et moi, je voulais te poser la question, en quoi ça change ta perception sur ce qui se passe actuellement et ce qui peut se passer à l'avenir d'avoir lu Golitsyn? Alors oui, ça change pas mal de choses parce que, alors tout d'abord, clairement, ça montre que alors, premier, on va prendre d'abord le sujet sur lequel peut-être on ne sera pas d'accord, mais tu vas voir qu'il y a peut-être un rattrapage, si on peut dire. Je pense que autant ce grand bond en avant économique chinois sous Deng Xiaoping qui a amené à aujourd'hui la Chine qui est quasiment la première puissance industrielle mondiale, ce plan qui a réussi, il a complètement échoué en Union soviétique. L'Union soviétique s'est fracassé la gueule, peut-être parce que culturellement, ils sont moins contrôlables, etc. En tout cas, pendant les années 90, c'est parti en vrille. Moi, je me souviens les premières fois où je suis allé en Russie dans ces années-là, et tous les gens que je connais qui ont vécu ces années 90, ils m'ont tous expliqué que c'est parti en total manque de contrôle. C'est-à-dire que euh, tout était à l'avenant. L'armée était plus payée. Ils ont réussi à garder que des choses vraiment essentielles, les armes nucléaires notamment, mais tout est parti en vrille. Les cerveaux sont partis. Et là, je crois qu'en Russie, il n'y a pas eu de contrôle. Je pense que c'est parti. En fait, la Russie est assez proche de mon Italie natale. C'est très vite le bordel. Et ce bordel en Russie, c'est comme la chute du mur. Je pense qu'il y a une volonté de créer la condition, et à un moment, ça leur a échappé. Parce que ce qu'ils pouvaient évidemment difficilement contrôler, c'est à quel point la quantité de Hongrois d'abord et ensuite d'Allemands de l'Est sont rués à l'Ouest. Alors là-dedans, il y avait probablement quelques agents, mais quand ton pays se vide, parce que quand on revient à la... Et ça, c'est une chose que les Chinois n'ont jamais vraiment fait de cette manière. Quand le pays, comme le système communiste marche tellement bien, dès qu'on ouvre les frontières, les gens se barrent. Et d'ailleurs, on a vu cet effritement de l'Union soviétique en plein de groupes. Les Ukrainiens, les gens de l'Est de l'Ukraine, n'avaient rien à voir avec ils ne voulaient plus faire partie de la Russie, d'ailleurs, depuis longtemps. Les Kazakhs, bon, eux sont un peu plus tièdes de ce côté-là. Mais on a eu les Baltes, évidemment, c'était les premiers à faire sécession. Je me souviens aussi, c'était en 90. Et on se demandait, est-ce que Gorbatchev va envoyer les tanks? Non. Et je pense qu'il y a ils ont perdu le contrôle. C'est mon avis. Et les années 90 ont été une anarchie totale. Après vient Poutine. Là, moi, je ne suis pas dans sa tête, mais ce qu'on peut voir de fait dans le pays, c'est qu'il a repris le contrôle grâce à tout l'apparat du KGB, devenu FSB depuis, qui a des gens solides d'un point de vue intellectuel, des gens qui n'ont pas peur d'utiliser la violence, l'intimidation, et qui ont repris le contrôle progressivement sur ces fameux oligarches qui, certains, ont dû fuir le pays. Et donc, il y a eu une reprise de contrôle sur l'économie essentielle de l'ancienne URSS, la Russie, clairement. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire l'armement, l'énergie, et tout ce qui est minerais et production primaire. Donc l'agriculture, elle est laissée extrêmement aux forces du marché. D'ailleurs, elle a décuplé sa productivité. Mais en revanche, c'est vrai que le gaz, le pétrole et l'armement ont été repris. Enfin, ils étaient toujours un peu sous contrôle de l'État, mais ils ont été clairement repris sous le contrôle direct de gens du FSB qui ont changé de carte d'identité, enfin de carte de visite, mais qui sont toujours dans la famille. Parce que là, alors ce que je ne sais pas, parce que les gens du FSB, je les connais
par personne interposée, je ne les connais pas personnellement. Est-ce qu'ils ont encore, et ça c'est une vraie question fondamentale, est-ce que ces gens, ils sont là parce qu'ils ont encore une idéologie de dialectisme matérialiste marxiste-léniniste? Je ne crois pas. Ou si, et ça c'est ma thèse, mais peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas encore une fois dans leur cerveau, ce sont des gens qui se disent, bon, on a le pouvoir, pour consolider le pouvoir, on a besoin d'une économie libre, donc on a besoin d'une Russie qui, dans toute sa partie de l'économie tertiaire, est complètement lâchée, parce que moi j'ai une société russe, je possède une société en Russie, et j'ai jamais vu aussi peu de bureaucratie et autant de... Enfin, je crois qu'il fallait aux États-Unis et encore. Mais clairement, même en Suisse, c'est légèrement plus bureaucratique qu'en Russie. Mais c'est une toute petite entreprise. C'est dans le tourisme, c'est dans l'hôtellerie. Bon, c'est pas stratégique. C'est pas avec ça qui fait une grande différence. Et puis, c'est tout petit. Ils ont aussi mis sous contrôle tout le crime organisé, qui est d'ailleurs une... Alors ça, le crime organisé, ça a toujours été une marotte des communistes de s'appuyer dessus, en tout cas de le contrôler. Et une fois, ça a raté avec Staline, puisque le mec, c'était pas tout à fait le crime organisé, mais c'était un ancien criminel qui a été plus malin que tous, et par sa force et par sa capacité de terrifier les gens autour de lui, il a pris le contrôle. Mais je crois qu'en fait, ça a planté ce modèle de plan d'ouverture à viander en Russie. Là où ce livre m'a en revanche changé le point de vue, c'est que moi, je voyais que la Russie de Poutine, parce qu'il faut l'appeler comme ça, et l'apparat qui est autour de lui, parce que ce n'est pas un dictateur au sens Staline ou Hitler ou Mussolini. Il y a vraiment une équipe derrière lui solide qui pourrait le remplacer s'il devait être assassiné ou tomber malade au pied levé. Je veux dire, la Russie ne s'effondre pas si Poutine a un accident d'avion, pas du tout. En revanche, là où je voyais que la Russie était indépendante avec ses intérêts russes, et je ne vais pas nier que la Russie, elle hérite, peut-être pas de l'Union soviétique, mais elle hérite certainement de l'Empire russe d'avant, et la Russie est un pays impérialiste. D'une autre manière que l'impérialisme, que sais-je, britannique ou américain, mais c'est un pays impérialiste dans le sens où déjà il contrôle des minorités ethniques dans tout le pays, et qu'il contrôle des régions qui, si elles n'étaient pas sous le contrôle, auraient des velléités centrifuges de partir, etc. Mais je pensais que ce pays était en gros, voilà, il y avait la Russie, et par l'économie et par la géopolitique, était devenu allié de fait de la Chine. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que les deux pays n'ont jamais perdu en fait cette alliance, parce que les réseaux des services secrets et même les réseaux économiques entre la Chine et la Russie, ils ont tenu. Et ça, je ne m'y attendais pas. En fait, je ne pensais pas que ces réseaux étaient aussi forts avant que je lise Golitsyn. Et le deuxième point qui me paraît d'autant plus clair, j'en avais le soupçon, mais ça me paraît d'autant plus clair, c'est que dans le partenariat russo-chinois, comment on appelle ça? Le senior partner, le leader des deux, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie. Clairement. C'est la Chine qui, je ne dirais pas qu'elle décide, mais quand il y a concertation, la Chine a le dernier mot. Et que comme tu le disais, l'Inde, l'Iran, le Pakistan maintenant et tous les pays du BRICS, et d'une certaine manière l'infiltration que tu as démontrée dans tes livres des pays occidentaux par les services chinois, eh bien, elles dépendent quand même du bon vouloir de la Chine. Donc si la Russie dit, bon, maintenant on va faire une attaque en Ukraine, il l'a dit à Xi Jinping, et Xi Jinping dit, vas-y. Mais s'il avait dit, non, non, vas-y pas, il n'y aurait pas eu. C'est dans ce sens-là où je pense que la Chine est dominante dans le partenariat. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ouais, alors c'est bizarre parce que bien que ça soit ma thèse, en tout cas telle qu'elle est perçue, que je suis obsédé de la Chine et je sais pas quoi, en fait, c'est pas exactement ma thèse. Moi, ma thèse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nation. C'est le communisme, donc les communistes, c'est sans patrie ni frontières. Donc en fait, quand ils se réunissent en 58 dans les 81 partis communistes que raconte Golitsyn, puisqu'il a assisté lui-même à une de ces réunions au plus haut sommet, avec Shelepin, donc le numéro 2 du KGB à l'époque, qui explique le plan, hein, c'est très important, c'est les 81 pays, les 81 partis communistes qui se mettent d'accord.
C'est pas juste Mao, juste Khrouchtchev, ou etc. Donc en fait, les communistes, en fait, on pense en nationalistes, c'est normal, on est des patriotes. Mais eux, non. Eux, c'est pas des patriotes. C'est pour ça qu'ils veulent un gouvernement mondial. Et donc, ils s'en foutent qu'il y ait des Russes, des Chinois, etc. Pour eux, tout le monde se vaut. Alors, c'est vrai qu'après, il peut y avoir des intérêts personnels. Ça, c'est autre chose. Mais au niveau pays, ça n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, ils font croire, comme Staline a fait croire qu'il était un nationaliste en 1941, parce qu'il savait bien que le communisme, ça n'allait pas permettre à l'URSS de se défendre face à Hitler. C'est le nationalisme qui permet de se défendre. Donc voilà le jeu, parce que ces gens-là sont dans l'hypocrisie permanente et le mensonge total. C'est le village Potemkin nationaliste. En fait, ça n'existe pas à leurs yeux. À leurs yeux, il y a des gens qui font partie de l'international communiste. Voilà ce que je crois. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs Golitsyn. Donc en fait, la Russie, la Chine, tout ça, ils savent qu'ils peuvent s'en jouer pour se jouer des Occidentaux, qui eux voient des pays. Mais eux ne voient pas des pays. Ils savent ce que c'est dans les yeux des Occidentaux, et c'est ça leur génie, c'est qu'ils savent se mettre dans les yeux de l'ennemi. Ce que nous n'avons pas su faire, et c'est ce que Golitsyn nous apporte sur un plateau, en fait, c'est les plans de l'ennemi. Voilà, première chose. Alors deuxième chose, alors on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est un peu une nuance sur ce qui s'est passé en Russie avec la chute prétendue de l'URSS. Parce que, alors là, tu ne rejoins pas complètement Golitsyn, parce que lui, il dit que c'était contrôlé, tout ça. Moi, je pense que c'était contrôlé. Il voulait le contrôler. Oui, mais justement, moi, je pense que c'était contrôlé et qu'ils l'ont contrôlé. Alors, il y a plein de preuves de ça. Par exemple, tous les pays de l'ex-URSS étaient dirigés par des anciens communistes. Voilà. Y compris les oppositions contrôlées en Pologne avec Solidarność, etc. Donc ils ont verrouillé le truc. Ceausescu, c'était l'exemple qu'il fallait faire pour montrer que ça pouvait être violent et donc que c'était réel. Parce que si tout se passait comme en Allemagne ou en ex-URSS, c'est-à-dire une transition relativement tranquille, ça n'allait pas être crédible. Avec Ceausescu, on crédibilisait le truc, c'est ce qu'explique Golitsyn. Mais si tu regardes, et il fait la liste à un moment, je crois que c'est son éditeur qui fait la liste de tous les pays de l'ex-URSS en 1994, ils étaient tous dirigés par des ex-communistes. Ex, entre guillemets, évidemment, toujours communistes. Bon. Alors maintenant, sur le bordel apparent qu'il y avait, c'est une sorte de chaos maîtrisé, en fait, parce que d'une part, il restait la mafia russe et le KGB, qui travaillaient ensemble. En fait, le KGB, après la chute prétendue de l'URSS, a pris plus de pouvoir qu'il n'en avait avant. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ouais. Et donc, les Siloviki aujourd'hui, c'est qui? C'est qui sont les Siloviki, hein, c'est pas qui sont les Snorky, là, avec nos débiles d'idiots utiles. Qui sont les Siloviki? Ce sont les mecs du KGB qui ont pris le pouvoir complètement, qu'ils n'avaient pas avant la chute prétendue de l'URSS, alliés avec la mafia russe, et dont ils se servent pour les réseaux de drogue, par exemple, pour détruire les États-Unis par ce biais. Le fentanyl, par exemple, et c'est là où il n'y a pas de patrie ni frontière. Le fentanyl, c'est produit en Chine, c'est diffusé via le Mexique. Joe Douglas, qui est un autre auteur, a expliqué comment les Chinois ont d'abord lancé la guerre de la drogue parce qu'ils avaient le souvenir de la guerre de l'opium qui leur avait été faite, et qu'ensuite, le relais a été pris par l'URSS, qui, eux, ont eu besoin de relais. C'est pour ça qu'il y a des gangs de drogue en Amérique du Sud. Bref, donc voilà comment je vois les choses. Et le but était aussi de dégoûter les gens du libéralisme. Et pour cela, il fallait un libéralisme, la jungle, la fameuse jungle dont nous parlent les gauchistes ici. C'est l'ultra-droite, c'est l'ultra-libéralisme, c'est la jungle, etc. Ça, c'est ce dont ils rêvent, mais ce n'est pas du tout ce qui arrive en France. Par contre, c'est ce qui est arrivé en URSS à la chute prétendue de l'URSS, et c'était volontaire, d'après Golitsyn. Je ne sais pas si tu as lu, tu te rappelles de cette partie-là, parce qu'il dit que ça allait dégoûter les gens du libéralisme, et donc ça allait les rendre nostalgiques du communisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, là où je peux te rejoindre sur le fait qu'ils n'ont pas complètement maîtrisé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine, par exemple. Parce que l'Ukraine s'est rebellée, s'est révoltée contre cette doctrine chez Lépine, donc que révèle Golitsyn. Il faut suivre, il y a un peu des termes de noms qu'on ne connaît pas, mais il faut les connaître parce que c'est des noms très importants dans l'histoire que Golitsyn, justement, révèle comme étant fondamentaux. Donc, cette doctrine qui dit, voilà, l'Ukraine, la Pologne et d'autres pays de l'ex-URSS vont rester gérés par les communistes en arrière-main, en coulisses. En fait, on est obligé de leur laisser un peu de liberté. Et donc, des pays comme l'Ukraine ont commencé à prendre cette liberté, plus que prévu.
Résultat, ils ont commencé à interdire le communisme. Alors ça, ce n'était pas prévu. En tout cas, pas jusque-là. Si tu vas en Ukraine aujourd'hui, quasiment tous les bustes de Lénine ont été supprimés et interdits, alors qu'en ex-URSS, ils sont toujours présents, à hauteur de Oui, 6000, après, d'après Stéphane Courtois. Ce qu'il oui, ne sait pas expliquer d'ailleurs, parce qu'il n'a pas lu Golitsyn, ou il l'a lu et il ne veut pas y croire, donc il ne comprend pas, il le dit en 2017, il fait une conférence, Stéphane Courtois, et il dit voilà, je ne comprends pas comment, si longtemps après la chute de l'URSS, que lui il croit à fond, tu vois, il est tombé dans le piège, je ne comprends pas pourquoi il y a encore 6000 statues et bas-reliefs de Lénine en ex-URSS. bon, C'est pourtant il y a clair. encore des statues des rois en France, c'est-à-dire que c'est un élément historique qui fait partie de l'histoire russe. Et puis, tu sais, Il n'y a plus de il y a... buste d'Hitler en Allemagne, je ne sais pas si tu as remarqué. Non, ça c'est sûr. Alors justement, Mais on arrive au cœur du truc, c'est c'est sûr. qu'il n'y a pas eu d'aggiornamento du Alors communisme qu'il y en a des URSS. au Alors pouvoir qu'il dans y a le... eu un aggiornamento du nazisme en Allemagne, ils ont fait le procès de Nuremberg, il n'y a pas eu de procès de Nuremberg. Justement, c'est là où on voit qu'il n'y a pas eu de chute réelle du communisme, puisque Et tu sais, les archives du KGB n'ont pas été ouvertes, il n'y a pas eu des procès de Moscou, si on peut utiliser ouais, l'expression. c'est Tu vois, vrai. et là, on voit vraiment que c'était du fake, en fait, que c'était un village Potemkin pour faire Ça, tomber ça, l'OTAN, etc. Alors, ça pourrait s'expliquer. Après, je vais lire, si tu me permets, une page, une demi-page des mensonges pas si nouveaux que j'ai trouvé très intéressantes. Bon, tu sais, il y a deux choses à dire sur la culture russe. Je ne sais pas si on peut l'étendre à tous les peuples de l'ex-Union soviétique, mais c'est une culture euh, qui ne se plaint pas trop du pouvoir parce qu'elle a une vieille tradition d'avoir peur du pouvoir, et a raison. Donc, critiquer même le pouvoir d'avant, ça pourrait être dangereux des fois qu'ils reviennent. Donc, alors, les soviétiques l'ont fait avec les tsars. Alors, les statues des tsars ont été démontées. Pourtant, elles ont été reconstruites depuis. Et je pense que là, on a un Poutine qui, lui, a réussi en tout cas à trouver un équilibre entre un nationalisme à la fois russe, mais à la fois de la Russie, parce que c'est pas la même chose. La Russie, c'est pas. Quand tu vas en Russie, tu demandes à des gens, tu dis, tu es russe, et ils disent oui, je suis russe, mais je suis de nationalité, je sais pas, kalmouk, ou ça ça se voit, il a un des traits asiatiques. Mais il y a des gens qui sont où je suis de nationalité, c'est quoi le tatar. Je me suis dit, ah bon? Oui, nous, on est dans la région centrale de Russie, on est nominalement, on est officiellement musulman, mais on n'en a rien à branler. Mais je fais partie de la Russie, mais je ne suis pas russe. Et ils ont un mot ils ont une nuance dans le mot, etc. Bref, donc tu vois, il y a des petites nuances dans la culture locale. Et particulièrement, j'ai remarqué que c'est un pays où on a le droit de se plaindre du pouvoir sur certains éléments. C'est un peu comme les Allemands qui se plaignaient du nazisme, parce que je faisais d'ailleurs un cours ce matin à mes gosses, parce que je leur fais des cours pour pallier aux déficiences de l'instruction publique. Comme moi. Et oui, ben, j'expliquais que, par exemple, que c'était faux de croire que les Allemands, je sais pas, en 1940, après avoir pris Paris, je peux dire que si on faisait un sondage absolument indépendant en Russie, les gens, à 99%, ils étaient pour Hitler, parce que attendez, le mec, il a défoncé leur ennemi héréditaire, il a récupéré les territoires perdus. Enfin bref, objectivement, voilà. Après, il faut voir, 1940, c'est pas 1944. Bref, et si tu demandes aux Russes, est-ce que vous avez des trucs qui vont pas? Ah, ils vont te dire, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas assez d'infrastructures, mais ils vont jamais dire, le chef de l'État, il fait pas bien son travail. Là, si tu poses la question aux Russes aujourd'hui, tu vas voir peut-être, il y aura 10% des Russes qui vont dire, Poutine, c'est une mauviette parce qu'il n'a pas défoncé les Ukrainiens suffisamment fort. C'est essentiellement ça la critique. Parce que dans l'ensemble, et l'ensemble des gens vont dire, il y a à peu près 60% qui vont dire oui, oui, on est d'accord, il y a 70% qui disent on n'est pas d'accord, c'est une mauviette, il aurait dû les défoncer 3 fois plus. Et puis, tu as peut-être 30% des gens qui disent oui, bon. Mais ça donne une certaine illusion. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est d'une forme démocratique du pays? Moi, je ne crois pas. Par exemple, en Russie, les élections sont truquées. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si demain, le système change complètement et tu aurais un tsar au pouvoir,
tu aurais 70% qui soutiennent le tsar et 30% qui disent ouais, bon. C'est pas un pays où la politique est comme en France, où en gros on peut critiquer sur certains trucs qui sont sans intérêt, qui sont bien sûr qu'il faut plus d'infrastructures, bien sûr qu'il y a toujours de la corruption, bien sûr que, mais sur le fondamental, tu critiques pas. Parce que ils flippent. Ils ont 70 ans de communisme. Ils ont eu avant ça, ils ont eu je ne sais pas combien de siècles de tsars. Et avant ça, il y avait les Mongols. Donc, tu ne la ramènes pas. Quoi. Donc, dans la génétique de la culture, tu ne la ramènes pas trop. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait. Alors, pour moi, d'ailleurs, le test de cette thèse, c'est pendant les guerres, tu peux contrôler ta population autant que tu veux. Parce que tu as le justificatif de si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir, tu es un traître. Et en Russie, ils n'ont pas eu besoin de le faire, ça, ou très peu. Parce que justement, ils savent que la population, elle est relativement, je ne sais pas si docile est le mot, mais elle est suiviste. Parce que d'un côté, elle y croit un peu à ce qui est en train de se passer. Je parle du conflit en Ukraine, pas de la partie géopolitique avec la Chine, etc. Ce qui concerne la population en général. En revanche, elle est très. Là, je discutais il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure avec un diplomate russe à Genève que j'ai croisé parce que je le connais, et qui revient de Moscou, et puis qui est assez honnête. Il dit oui, on espère que ça se termine vite parce que bon, bah, y a des morts des deux côtés, on n'a pas trop envie. Et tu vois que sincèrement, voilà, il est touché par le fait que ça arrive, mais après, tu dis bon, mais il faut quand même que la Russie gagne. Bien sûr. Donc il joue, donc le système soviétique russe depuis Poutine, contrairement au système soviétique qui est avec ce côté dialectique marxiste-léniniste, il n'y a plus du tout il y a plus du tout dans les écoles, on n'apprend plus le système euh, comment dire marxiste, il n'y a plus du tout d'école marxiste, il n'y a plus du tout de trucs. En revanche, c'est très nationaliste et c'est très la Russie, la Russie, la Russie. Donc est-ce que le système s'est transformé? Alors après, ça change peut-être pas du tout. Le fin fond géostratégique que tu défends et qui est absolument possible, à mon sens, de cette alliance, parce que justement, c'est la Chine qui est le partenaire principal. Donc, tu peux très bien avoir un pays de 100 millions, de 140 millions d'habitants, où finalement les gens, dans leur manière de vivre, ils ne sont pas communistes. Dans leur manière de penser, ils ne sont pas communistes. Mais de toute façon, on s'en fout, puisque les 3% de l'apparat qui contrôle le pays, eux, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir. Le pouvoir qui soit sous forme communiste ou libérale, tant que ce n'est pas démocratique, tant que ce n'est pas une vraie démocratie, mais qui existe pratiquement nulle part dans le monde de toute façon, eux, ils s'en foutent à la limite. Et si demain, avec la guerre, et avec peut-être une guerre qui va s'étendre contre l'OTAN, eh bien, il faut contrôler, y compris ce que disent et ce que pensent les gens, remettre en place une école marxiste-léniniste, c'est une question d'une génération, c'est vite fait. Donc, ça, c'est possible, mais ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas le savoir. Alors moi, ma vision des choses, c'est que justement, ils sont toujours dans ce jeu, mais de moins en moins. La Chine est communiste, mais la Russie ne l'est plus. Toujours ce balancier là de ciseaux sino-russes. Bon. Et en même temps, la Chine n'est pas en guerre, alors qu'elle l'est au niveau hors limite, mais officiellement, la Chine n'est pas en guerre, alors que la Russie l'est. Tu as remarqué. La Chine est là pour être l'ange de paix, presque, alors que le méchant Poutine fait la guerre, etc. Donc, en fait, ils sont en apparence pas communistes pour maintenir les apparences, précisément. On est toujours dans le village Potemkin, alors que les Chinois, eux, affirment leur communisme. Mais il faut remarquer quand même que qui sont les alliés principaux de Poutine au niveau international? Bon, je mets l'Inde de côté, c'est un peu un cas particulier, mais à part l'Inde, c'est quasiment que des pays communistes. Tu vas jusqu'en Amérique latine, Nicaragua, etc., c'est que des communistes. En Afrique, bon, socialiste quand même. l'Afrique du Sud, c'est des communistes qui tiennent l'Afrique du Sud. Tu as l'Angola, tu as tous ces gens-là. Donc, en fait, la Corée du Nord, là, qui est venue un peu à la rescousse de la Russie, en Ukraine même, avec je ne sais pas quoi, des armes ou des je ne sais pas qui, des hommes, c'est des communistes. Donc, à chaque fois, tu as beau regarder de partout, pourquoi Poutine ne serait pas lui-même communiste s'il avait que des alliés communistes, le Venezuela, etc. Donc, première chose, quand Poutine libère, entre guillemets, des villes ukrainiennes, il met des statues de Lénine. Il ne met pas des statues du tsar. Première chose. Il met un drapeau de l'URSS.
il ne met pas un drapeau de la Russie tsariste. C'est important, parce que justement, les symboles reviennent là. On a vu sur les chars, dès le 24 février, on a vu sur des chars les drapeaux soviétiques. Je t'ai envoyé... attends, parce que je vais dérouler un peu. Je t'ai envoyé, ou je ne sais plus si je t'ai envoyé, mais en tout cas Spoutnik Afrique, parce que maintenant que Spoutnik est interdit en Occident, ils commencent à se lâcher, les gars. Avant, ils étaient en mode infiltration, justement. Regardez, on est avec vous, les gilets jaunes, machin. Hein, d'accord? Donc ça crée de l'anomie, c'était le but aussi, donc c'est très bien vu. Mais maintenant, ils commencent à se lâcher. Donc je lis Spoutnik Afrique il y a quelques jours, hein, le 30 décembre 2022. Si l'URSS n'avait pas existé, le monde serait bien pire qu'il ne l'est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut décemment écrire ça sur un média qui est de la propagande russe? Tu es d'accord? Spoutnik, c'est la voix officielle. Donc ils se lâchent de plus en plus sur le communisme, c'est-à-dire qu'ils font ce que Golitsyn avait prévu qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils... Comment? On n'imagine pas un média allemand dire ça de la période nazie, c'est sûr. Ah bah, c'est évident. Et donc, mais c'est ce que Golitsyn avait prévu, c'est-à-dire le One Clench Fist, c'est quand l'alliance sino-russe, et plus généralement, là, on voit cette vague de communisme. Tu te rends compte que Lula vient d'être élu avec un vol hallucinant. C'est-à-dire que on blâme les pauvres Brésiliens là, qui veulent la démocratie, on les taxe d'extrême droite et de fascistes et de nazis, comme d'habitude, alors que c'est les mecs les plus démocrates qui demandent que les élections ne soient pas volées. On les taxe d'extrême droite pour ça. Voilà l'inversion du réel. Et ben Lula, c'est un communiste, c'est un mec qui a fait de la prison. Lui, il est au pouvoir maintenant et il veut mettre en prison tout le monde. C'est pour ça que Bolsonaro s'est barré. Alors, je ne sais pas s'il a bien fait. Après, on pourrait comparer, par exemple, avec le courage de Zelensky, qui lui est resté, bon, alors que c'est un pays en guerre. Mais, en tout cas, son ministre de je ne sais pas quoi, là, il est en train d'être mis en prison. Le ministre de Bolsonaro, là, de je ne sais plus quoi. Donc, voilà ce qu'ils font, les communistes, partout où ils sont. Et qui apporte le soutien à Lula? Poutine. Voilà. Et Macron. Bon, mais ça, on connaît aussi. Donc, justement, on a une alliance des communistes internationalistes dont Macron fait évidemment partie, et à peu près tous les dirigeants importants. Mélanie, elle avait dit « je sortirai des routes de la soie », etc. Elle n'a rien fait du tout en ce sens. Elle s'est même rapprochée de la Chine depuis. Donc elle aussi, elle fait partie de ces gens. Elle a pris Salvini, toi qui connais bien l'Italie, hein, elle a pris Salvini et, comment il s'appelle, Berlusconi. Deux proches de Poutine, deux amis intimes de Poutine dans son gouvernement. C'est pas étonnant là non plus. Donc c'est l'international communiste qui se reconstitue officiellement, disons, et en Russie aussi. Voilà. Et simplement, l'Ukraine avait banni le communisme. Donc ça, c'est un crime de lèse-majesté pour Poutine, le KGBiste, ancien patron du FSB. Donc ça, tu n'es pas 17 ans agent du FSB et après ça disparaît, tu vois, ça j'y crois pas une seule seconde. Donc le gars, il est à la tête, il est mis là, je suis d'accord avec toi, c'est pas lui qui dirige en Russie, c'est son groupe de Siloviki qui l'a mis en avant, parce que comme l'explique très bien Golitsyn aussi, avec Gorbatchev, dont il anticipe le rôle, il dit pas ça va être Gorbatchev, parce qu'il n'était pas connu à l'époque, mais il dit ça va être un mec plus jeune qu'Andropov, qui va être mis là pour subvertir l'Occident, le séduire et faire tomber ses barrières naturelles. C'était ça, Gorbatchev. Avec sa tâche, tout a été calculé. C'était un mec vraiment communiste. Et pareil pour Poutine, dans la supercherie de la perestroïka, il a anticipé Poutine aussi. Je ne sais pas si tu as vu ça. Donc c'est très fort, mais sans dire Poutine. Sans dire Poutine. Et ce livre a été écrit en 1994. Bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas connaître Poutine en 1994. Voilà. Il était au chômage en 1994, Poutine. C'est ça. Donc moi, ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est sur les prédictions qu'a fait Golitsyn, parce que ça, pour moi, c'est du jamais vu dans un livre de géopolitique. C'est pour ça que sa censure par le vide est d'autant plus scandaleuse. C'est que 148 prédictions falsifiables, il y en a 139 qui se valident dans les 10 ans, d'après l'historien Mark Ribling, sans compter donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce rapprochement sino-russe flagrant, sous l'auspice du communisme, de plus en plus. Donc on se rapproche des 100%, je veux dire, aujourd'hui. Alors comment ça se fait qu'un tel livre... là, c'est bien qu'on en parle, parce qu'au moins, voilà, là, je te remercie, j'en profite quand même pour te remercier, déjà de dire du bien de ces livres, mais de les avoir lus, parce que la plupart des gens, soit mettent beaucoup de temps à les lire, comme Philippe Fabry, soit ne les lisent pas du tout, comme Stéphane Courtois ou d'autres. Thierry Volton, j'ai eu un échange avec Thierry Volton, il refuse de lire Golitsyn. Il dit non, de toute façon, il a eu tort. Ah bon, mais basé sur quoi c'est incroyable. Je vais lire une demi-page. Donc Golitsyn dit écrit dans des mensonges pas si nouveaux
page 114, pour ceux qui voudraient vérifier, on peut s'attendre à ce que la phase finale commence au début des années 80. Les objectifs intermédiaires de cette politique peuvent être remisés comme suit. 2 points. Premièrement, la stabilisation politique et le renforcement des régimes communistes individuels comme condition préalable essentielle au renforcement du bloc dans son ensemble. Deuxièmement, la correction des déficiences économiques du bloc par le commerce international et l'acquisition de crédits et de technologies auprès des pays non communistes industriellement avancés. Je précise que ça, c'est après les années 70 où il y a eu des accords de transfert de céréales produites par l'Union soviétique, notamment de céréales américaines pour l'Union soviétique qui avaient des carences. C'est quand même étonnant d'aider un pays avec lequel on est en conflit. Ensuite, donc, quatrièmement, l'isolement des États-Unis et de leurs alliés, la promotion d'une action unie avec les socialistes d'Europe occidentale et du Japon en vue d'obtenir la dissolution de l'OTAN et du pacte de sécurité États-Unis-Japon et un alignement entre l'Union soviétique et une Europe occidentale et un Japon neutre, de préférence socialiste, contre les États-Unis. Bon, alors ça, c'est le point qui a raté, mais on pourra en parler. Parce que je voulais avoir ton avis sur l'OTAN aujourd'hui, parce qu'on voit que l'OTAN, quand même, il s'est rapproché et il a englobé pratiquement tous les pays de l'ex-Europe de l'Est, ex-pacte de Varsovie, plus certains pays baltes. Cinquièmement, l'action unie avec les dirigeants nationalistes des pays du tiers-monde, alors ça c'est clair, pour éliminer l'influence occidentale de ces pays comme préalable à leur absorption dans le bloc communiste. Ensuite, l'obtention d'un changement décisif de l'équilibre du pouvoir politique et militaire en faveur du monde communiste. Et ensuite, et finalement, le désarmement idéologique de l'Occident, ça réussit à fond, afin de créer des conditions favorables à la phase offensive finale de la politique et à la convergence ultime de l'Est et de l'Ouest sur des bases communistes. Alors, sur ce dernier point, et sur le point de l'OTAN, si on prend une photographie aujourd'hui, on a d'un côté un OTAN exsangue et très faible, mais qui est en train de s'approcher, même via la Finlande, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, etc., qui s'est étendu. D'un autre côté, on a effectivement tous les mouvements culturels marxistes, woke, et même dans les politiciens. Et tu avais raison de remarquer que dans les années 50, dans les années 90, tous les dirigeants des ex-pays du bloc soviétique étaient des anciens communistes. Alors on pourrait dire, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes formées pour le faire. Mais c'est indéniable, même quelqu'un que j'apprécie comme Orbán en Hongrie, c'est un ancien communiste, c'est une évidence, c'est clair. Et donc, après, les gens peuvent changer d'avis comme ils peuvent changer de chemise, hein, on peut retourner leur veste, et la retourner encore et encore, comme disait la chanson. Donc comment toi tu vois ce paradoxe entre le fait que l'OTAN il s'est quand même rapproché de l'Union soviétique, le Japon il se réarme de manière massive face à la Chine, mais que d'un autre côté, en tout l'Asie je la connais pas bien, en tout cas en Europe et aux États-Unis, on a une infiltration, alors ça claire, de modèles socialisants, un peu à la Saul Alinsky, où tout le système universitaire est vérolé, et tu faisais bien de dire tout à l'heure, comment il s'appelle, tu l'avais mentionné, je l'ai sur le bout de la langue, ce type qui avait parfaitement raison et qui a été jeté, il en est mort d'ailleurs de chagrin. McCarthy avait parfaitement raison de dénoncer l'infiltration communiste dans le cinéma, dans la politique, dans les universités, et d'ailleurs on voit le résultat aujourd'hui, tout est dans ce sens-là. Et moi j'ai presque l'impression, quand on voit l'Occident qui démonise à tel point la Russie, j'ai presque l'impression qu'en fait, la Russie, c'est un peu le seul pays pas communiste qui reste dans le monde. Et bon, alors ça peut-être, j'exagère un peu quand je dis ça, mais je vois même en Suisse l'infiltration qui arrive à un niveau d'aboutissement, mais un aboutissement sans muscle. C'est-à-dire on a créé des générations entières de jeunes socialisants, mais qui n'ont pas la force des gardes rouges ou tu vois, de gens qui sont capables physiquement d'instaurer la dictature du prolétariat, pour peu qu'ils sachent même ce que ça veut dire. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Je vais commencer par le dernier point.
Moi, je ne pense pas que la Russie ne soit pas communiste. Tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. En Russie, il ne reste plus que les grandes industries, donc pétrolifères, agricoles, etc. Ça, c'est tenu par l'État, directement ou indirectement. Il y a beaucoup d'entreprises, hein, il y a beaucoup Non, mais d'industries au-delà de ça. alors, C'est un pays qui a justement, beaucoup de business. Hein. pas du tout. Si on compare à une économie capitaliste normale, je dirais comme la Suisse, comme même la France, comme il y a beaucoup de PME, de TPE et de plus grosses entreprises de moyenne taille, voire de plus grande taille, qu'il n'y a pas en Russie. Il n'y a pas, je veux dire, par exemple, En proportion, prenons tu as raison, ah mais ouais, c'est pas. et ça, c'est pas normal. Tu as 140 millions de personnes. Il y a beaucoup plus. Par exemple, si on prend un domaine que je connais un peu, le jeu vidéo. Il y a en Pologne, par exemple, un grand studio, tu sais, qui a fait Witcher 3, etc. Il y en a dans beaucoup de pays de l'Est. Quels sont les grands studios russes? Ça n'existe pas. Donc, en Voilà, fait, je peux te dire alors je peux te donner un exemple d'un domaine où j'ai travaillé, où je travaille toujours, puisque je possède un petit hôtel en Russie, en fait. Dans l'hôtellerie, pour un pays de 140 millions d'habitants, il y a 2 fois moins d'hôtels qu'en France, qui est un pays de 70 millions. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a par habitant 4 fois moins d'hôtels qu'en 4 fois moins. France. Donc, ce que tu dis est vrai, c'est pas, parce que clairement, l'hôtellerie, ce n'est pas du tout des grandes industries, et c'est ni stratégique, ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a du marché à prendre, mais ça veut pas dire que c'est inexistant. Non, pas inexistant, mais je veux dire, c'est pas Prends- développé. prends- Au Par niveau de rapport à au niveau d'autres pays qui ont décommunisé, comme la Pologne, comme l'Ukraine, alors l'Ukraine, c'est un cas un peu à part. Bon. Mais si on prend la... Ah, on est d'accord. Bon, mais si on prend la Pologne, là-bas, tu as une vraie industrie dans à peu près tous les domaines, y compris les services, que tu n'as pas en Russie, parce que ils gardent la main, sur les grosses entreprises qui génèrent la plupart voilà, de la croissance de toute façon. Et c'est un pays très stable. Là où tu dis ils n'ont pas maîtrisé, en fait, si. La Russie a beaucoup maîtrisé son économie parce que justement, elle n'est pas dépendante, contrairement à la Chine, parce que c'est deux stratégies très différentes. La Chine, à la fois, est beaucoup plus riche économiquement, mais elle est très dépendante de l'extérieur. Alors que la Russie, pas du tout. La Russie est indépendante et c'est pour ça qu'elle se lance dans la guerre, contrairement à la Chine qui, elle, lance la guerre hors limite. Donc tout ça est très très bien calculé, de très longue date. Ça a été formalisé année après année, ça a été peaufiné. Avec le livre des généraux en 99 qui ont théorisé la guerre hors limite, mais on voit que la stratégie avance exactement comme prévu, et quand il y a des choses imprévues, comme l'Ukraine, eh ben on va les chercher de force et on les ramène dans le giron de l'URSS, parce que c'est très clairement l'URSS là qui renaît devant nous, t'as pas l'impression? Franchement. Et j'ai pas répondu Non, sur l'OTAN, c'est vrai, donc je te relance, mais vas-y, réponds déjà à ça, et puis après je répondrai sur l'OTAN. non, et de la même manière que, par exemple, après, peut-être, alors après, par exemple, les statues de Lénine mises en place dans le Donbass, entre guillemets, libéré. Je suis obligé de mettre entre guillemets parce que, bon, alors, est-ce que c'est la volonté centralisatrice de l'État russe depuis Moscou qui dit, voilà, dans le programme des trucs, alors prendre tel endroit, ensuite mettre les statues, ou alors est-ce que c'est les habitants du Donbass, en sachant qu'ils ont un historique extrêmement marxiste, dans le sens où le Donbass a été, en fait, c'est une colonie communiste sur un territoire industriel qui est ou pas en Ukraine. Bon, ça dépend de quel moment tu vois ça dans l'histoire. Mais en tout cas, ça a été comme c'est un bassin houillé et industriel colossal qui a été développé dans les années 20 et 30 à l'époque soviétique, forcément, les gens qui sont allés là-bas, ils ont envoyé notamment des spécialistes, des ingénieurs et puis une masse d'ouvriers qui étaient particulièrement idéologisés. Et donc, il y a une très forte... je pense que ce serait intéressant de décortiquer les élections qui sont faites dans... Alors maintenant qu'ils font partie de la Russie, puisqu'ils ont été annexés, de voir parce qu'il y a toujours un parti communiste en Russie, pour voir quelle est la proportion de ces gens-là qui votent parti communiste, le parti officiel, enfin historique, le canal historique. Parce qu'il y a vraiment, donc peut-être ces gens-là, pour eux, le lien affectif avec les statuts de Lénine, il est réel, et c'est d'ailleurs pour cela que Poutine ménage l'histoire soviétique
Et il n'y a pas ces procès de Moscou que tu as dit. Et c'est vrai que c'est une vraie question parce que pourtant, ils en ont fait dans le passé. Ils ont nettoyé des gens comme Beria. Ils sont passés à la casserole, à juste titre. C'était pas pour des raisons c'était pas pour des raisons d'aggiornamento. C'était parce que voilà, Khrouchtchev s'est débarrassé de lui. Et puis voilà. Donc, ouais. Alors, je te reprends juste sur un truc, c'est que s'il n'y a pas que dans le Donbass où ils ont mis des statues de Lénine. Par exemple, dans l'oblast de Kherson, à Nova Kakhovka et à Enichesk, ils ont mis des statues de Lénine. Alors, je ne sais plus si ces villes sont encore maintenant sous domination russe. Mais sur Lénine, c'est au niveau d'Hitler, le gars. Je veux dire, il a ouvert les goulags, il a fait mourir là-bas 10 millions de personnes, il a recruté Trotsky, Staline, etc. Guerre mondiale, il n'y a pas de ça n'a rien à voir en fait. Lénine est mort 20 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, tu es d'accord? Voilà. C'est le fondateur de l'URSS qui a annexé des pays, qui les a ruinés, qui a commis d'ailleurs via ses lieutenants Staline, pour ne pas nommer, un génocide en Ukraine. Donc ce gars-là ne vaut pas mieux qu'Hitler et mérite non pas d'être devant le Kremlin, dans un mausolée, ni... Pas le droit de le dire en Russie. Tu peux pas comparer Staline ou Lénine à Hitler. Tu peux pas. Mais justement, c'est précisément ce que je dis. C'est justement ce que je dis. Voilà, parce que ces gens-là, voilà, par la loi, très bien. Donc voilà, ça confirme ce que je dis. Donc, alors je comprends pas. Moi, je savais même pas ça, tu vois, mais là, je l'apprends. Poutine, le 20 décembre de chaque année. Comment? C'est considéré d'une sorte de, c'est considéré relativise. Alors, tu vas pas aller en prison, hein. Mais c'est considéré être relativiser le nazisme, parce que dire que finalement un Hitler c'est comparable à un Lénine ou un Staline, pour eux, parce que tu vois, en fait, la majorité des Russes morts pendant, alors si des Russes nous écoutent, bouchez-vous les oreilles. La majorité des Russes qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont morts du fait des stratégies et des tactiques un peu connes, pas que, hein. Ils n'ont pas tous été massacrés. Les 26 millions de Russes morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas 26 millions massacrés par les Allemands. Il y en a aussi une bonne partie envoyée au casse-pipe bêtement par un régime qui n'en avait rien à foutre de la population et qui était prêt à sacrifier des humains pour gagner du territoire ou ne pas perdre du territoire, face, certes, à un régime génocidaire en face, ça c'est évident. Mais je ne sais pas, sur les 26 millions, ils ne sont pas tous morts au combat, ni de faim, ni de tués par les Allemands. Il y a eu beaucoup de mauvaise gestion et de mauvaises stratégies, et puis des vagues humaines, surtout au début. Après, ils ont appris à faire la guerre correctement, comme souvent c'est le cas des Russes. Ils commencent mal les guerres et ils les finissent plutôt... Ouais. En tout cas, sans l'aide américaine, il y aurait peut-être eu 40 millions de morts russes, et ils auraient perdu la guerre, parce que sans l'aide américaine, sans le Land and Lease, ils s'en sortent pas. Parce que Staline fait n'importe quoi. Bon. Mais c'est déterminant, c'est certain, l'aide américaine était déterminante pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr. Bon. Maintenant, si on arrive à la période actuelle, et ça sera peut-être notre conclusion, mais c'est intéressant. Donc là où on a un fort désaccord, je crois, parce que, alors je ne sais pas si tu vas jusqu'à soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, là, ça serait quand même aller loin. Alors, je te laisse aller, puis après je te dirai mon point de vue. Voilà, parce qu'on parlait de l'OTAN, on parlait de Poutine. Poutine qui fête tous les 20 décembre, là, c'était il y a un peu moins d'un mois. C'était un peu moins d'un mois, il fête chaque année l'anniversaire de la Tchéka. La Tchéka, c'était pire que le KGB. C'était Dzerzhinsky, donc ça, c'était sous Lénine aussi. Hein. Et ça, Poutine, il fête ça. D'accord ? Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des neuneux. Je ne parle pas pour toi, mais enfin, j'entends beaucoup de gens qui nous disent non, ça n'a rien de communiste. Enfin, là, tu le dis quand même un peu. Donc, je peux quand même te critiquer là-dessus. Pour moi, ça, c'est du flan. C'est de la propagande communiste, littéralement. Donc, essaye de ne pas la reprendre, parce que quand on a encore une fois été agent du KGB pendant 16 ans, puis patron du FSB, qu'on fête l'anniversaire de la Tchéka chaque année le 20 décembre, ça veut dire qu'on est communiste et qu'on met des statues de Lénine, etc. Bon. On garde le mausolée, etc. On n'enlève pas les statues de Lénine non plus, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, Lénine, c'est qui ? Il a fait quoi ? Maintenant, à Moscou, il y a plein de statues de plein de tsars et de plein de types de l'Ancien Régime. Bon. Ouais, mais ça ne change pas le fait que ces tsars-là n'ont pas ouvert des camps où ils ont tué des dizaines de millions de Russes. Non, bien sûr, parce qu'il y en avait pas. Mais ils n'étaient pas tendres non plus, les tsars. Hein, je sais, mais ce n'est pas comparable. Je veux dire, le communisme est une période
dans l'histoire qui a tué 100 millions de personnes. Voilà. L'empire, le tsar, c'est mieux que le communisme, c'est sûr. Voilà, c'est comme ceux en Iran qui me disent non, mais le Shah, ça vaut Khomeini. Non, le Shah était un connard, il a fait beaucoup de conneries, c'était un dictateur, mais ça n'a aucun rapport avec Khomeini, qui lui a fait sa révolution à la con, et tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Depuis 40 ans, là, les Iraniens, ils vivaient beaucoup mieux sous le Shah. Je connais mal l'histoire de l'Iran post-Shah. Mais je suppose que tu as... Je sais pas. Donc, il suffit de regarder. Bon, bref. En tout cas, mais restons sur la guerre en Ukraine. Donc, tu parles de l'OTAN. La fable qui nous est chantée aujourd'hui par les Xavier Moreau de ce monde, c'est que l'OTAN avance comme une armée, hein, parce que c'est une alliance, effectivement, d'armées. Sauf que c'est une alliance défensive. Et c'est ce qu'ils oublient toujours de dire. C'est que des pays aussi pacifistes, mais vraiment, je crois qu'au monde, il n'y a pas plus pacifiste que la Finlande et la Suède. Ah oui, alors ça c'est vrai. Alors je pense que ce n'est pas de euphémisme. Ouais. Oui, et ils viennent de rejoindre l'OTAN. En tout cas, ils essayent, puisque Erdogan, qui est un autre infiltré, comme Orban d'ailleurs, les empêche de rejoindre l'OTAN. Donc quand tu as des pays comme ça, est-ce qu'on peut dire c'est l'OTAN qui avance, etc., qui veut conquérir je ne sais pas quoi? Parce qu'effectivement, la Finlande a une longue frontière avec la Russie. Donc on pourrait dire, ah voilà, en fait non, ils sont tellement menacés. Comment? Et a fait partie de l'Empire russe pendant longtemps. Oui. Et à quel prix, justement? Donc les gars, ils se rappellent de ça, comme les pays baltes et comme tant d'autres, ils se rappellent de ça et ils ne veulent plus jamais vivre ça. C'est pour ça que les pays baltes aujourd'hui aident plus l'Ukraine que la France n'aide l'Ukraine, alors que c'est des tout petits pays. Donc l'OTAN est une alliance défensive qui permet à des pays qui veulent rester démocratiques et de ne pas être soumis à la botte des impérialistes russes, qu'on les appelle communistes ou autres. Pour moi, c'est des communistes qui reconstituent l'URSS. Pour toi, non, mais tu reconnais quand même que c'est des impérialistes. Là, ce qu'ils font en Ukraine, ça a eu un effet, c'est de renforcer l'OTAN, dont Macron disait qu'il était en état de mort cérébrale en 2019. Donc l'OTAN, alors on peut revenir à Golitsyn d'ailleurs sur l'OTAN, puisque lui, comme tu l'as lu, anticipait la chute. En tout cas, c'était le plan. Ça ne veut pas dire que ça allait forcément se réaliser, mais c'était le plan, et c'est attesté par un autre auteur qui s'appelle Jan Sejna, qui était un haut fonctionnaire du ministère de la Défense en Tchécoslovaquie, et qui a écrit un livre à la même époque que Golitsyn en 82, We Will Bury You, qui est cette phrase de Khrouchtchev qui disait « Nous vous enterrerons », très clair, hein. C'est pour ça qu'il en avait pris le titre. Et Sejna lui-même avait connaissance alors d'une partie du plan qu'a révélé Golitsyn seulement, parce que lui, il était dans un des pays occupés, mais il a révélé qu'en effet, il voulait faire tomber le pacte de Varsovie dans le but que l'OTAN tombe volontairement. Ça, c'était le but ultime. Mais heureusement, alors je ne sais pas par quel miracle, les Occidentaux n'ont pas fait tomber l'OTAN, parce qu'imagine, si l'OTAN était tombée, on serait peut-être en train de parler russe, toi et moi, concrètement. Ou on serait peut-être mort, je ne sais pas dans quelles conditions. Tu vois. En disant, en tout cas, ce sont des thèses vraiment très importantes, mais cela dit, là où peut-être, moi je persiste dans cette histoire en Russie de chaos pas autant contrôlé que ça, parce que la Pologne, finalement, menée par des communistes ou pas, elle rejoint l'OTAN et l'Union européenne. Alors après, l'Union européenne, c'est une catastrophe pour la Pologne. La Russie. Justement, la Hongrie Hongrie est infiltrée, justement. Tu vois bien que la Hongrie est infiltrée et qu'elle peut mettre son veto sur des décisions qui ne vont pas en faveur de la Chine ou de la Russie. C'est ça le but. C'est ce qu'explique Golitsyn. C'est que comme on n'a pas réussi à faire tomber l'OTAN, qui était le but initial, on va l'infiltrer. Et ça, l'infiltration de l'Occident, c'est le plan général. Après, il y a des détails. On va essayer de faire tomber l'OTAN. Ça réglera le problème directement. Mais comme si on n'y arrive pas, ils avaient un plan B, qui est dans le plan déjà, c'est d'infiltrer l'OTAN. D'ailleurs, Golitsyn avait révélé une taupe française dans l'OTAN, du KGB. Une taupe, voilà. On en a vu plusieurs, ouais. Voilà. Et moi, je pense que le patron de l'OTAN est une taupe du KGB. Et ça fait... Stoltenberg, c'est un copain de Bill Gates, qui est un agent communiste. Alors, quand on dit ça, bon, mais ça c'est révélé par Peter Schweizer dans son bouquin Red-Handed. C'est un agent de la Chine, tout comme Kissinger était un agent communiste soviétique. Donc, il a fait le rapprochement, lui, Kissinger, de Nixon avec la Chine, justement, contrairement à ce que disait Golitsyn. Donc là, on a vraiment la confirmation de la thèse de Golitsyn. Et donc, il faut en tenir compte. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce que ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Mais
donc moi, je recommande ce livre, mais c'est 2 livres d'ailleurs, c'est pas simplement 2 livres. Pour moi, je n'ai pas lu des milliers de livres de géopolitique, mais de tous ceux que j'ai lus, j'en ai quand même lu pas mal. C'est le seul, en tout cas pour des mensonges pas si nouveaux, parce qu'il y a moins de prédictions dans Supercherie de la Perestroïka, mais dans Supercherie de la Perestroïka, 10 ans ou 11 ans après, il revient sur ses prédictions et il les conforte. Et il dit voilà pourquoi j'ai eu raison. Donc c'est très fort. Je ne connais pas d'équivalent. Est-ce que toi, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que toi tu en connais d'équivalent du livre de géopolitique qui fait ce genre de prédictions falsifiables, c'est-à-dire où on peut vérifier, parce qu'il a fait d'autres prédictions qui ne sont pas forcément falsifiables. Mais là, Oui. 148 prédictions falsifiables, 94% qui se vérifient dans les 10 ans, c'est du 10 ans, jamais c'est vu. ça. Et donc, pour moi, on n'est pas dans. Là, on est dans la science, hein. Philippe Fabry adore parler d'historionomie. Pour moi, on n'est pas dans l'historionomie, mais on est dans le factuel. Là, on est dans le vérifiable. Donc, on est dans le scientifiquement vérifié. Et donc, si on n'en tient pas compte, c'est que soit on veut rester ignorant, soit que ça remet tellement en cause nos présupposés sur le communisme qui serait tombé et qui n'existerait plus, etc., qu'on n'est pas prêt à faire. Et moi ça a conforté, si tu veux, ma thèse, et je conclurai là-dessus. En 2013, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle La France CGT, dans lequel je constatais que pour mon pays, la France, le communisme avait gagné la partie. Ouais. Et donc, c'est Alors, exactement ce que disait Golitsyn, mais je ne connaissais pas Golitsyn. Donc voilà, moi j'ai eu la confirmation par Golitsyn de ce que j'avais vu au niveau de mon pays. en tout cas, pour conclure de mon côté aussi sur deux choses. Premièrement, effectivement, ce sont des livres absolument indispensables à lire, encore une fois, pour tout historien. Tu parlais de Xavier Moreau, qui est quelqu'un que je considère comme un ami. Je lui en parlais, je vais le réinciter à les lire et à les lire avec un sens critique. Parce que ce sont des livres vraiment intéressants. Alors après, une prédiction peut être juste jusqu'à un certain moment, puis ensuite le plan, c'est ce qu'on disait, tu l'as vu dans l'interview avec Nick Weiss, c'est qu'un plan, parfois il se culbute, il change, ça modifie, etc. Et la deuxième chose que je voulais dire pour conclure, mais c'est pas très très important, c'est que j'ai pas à choisir Russie-Ukraine, je suis ni ukrainien ni russe, c'est comme Palestine-Israël, j'ai ma petite préférence pour la raison suivante. C'est une raison éthique. Et je t'apprends rien puisque tu es croyant, et notamment dans l'éthique protestante qui nous vient de notre ami Calvin ici à Genève. L'éthique, elle doit être à la fois universelle, vraie, parce qu'elle doit se vérifier alors, le matérialiste va dire c'est dans l'anthropologie humaine parce qu'elle fonctionne. Le croyant va dire c'est parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous puisqu'il nous a créés. OK. Et que dans l'éthique que présente, alors peut-être qu'il ment, peut-être qu'il fait semblant, mais dans l'éthique qui nous est présentée par Poutine, quand il nous explique en faisant ses vœux, lorsqu'il nous explique pourquoi il est en guerre, il y a un élément de propagande probablement dedans. Quand il explique, et que ce que je vois en Russie dans la manière dont vivent les Russes et ce que croient les Russes au quotidien en termes de droiture de vie par rapport à la reproduction, par rapport à la sexualité, par rapport au mode de vie, par rapport à l'économie, etc. Quand je compare ça avec les croyances, les valeurs qu'on nous sort depuis 30-40 ans en France, alors c'est du marxisme culturel, aux États-Unis, etc., qui sont des valeurs de mort, qui sont des valeurs de... Alors ça commence par l'avortement, ça continue par l'homosexualisme. Hein, c'est pas l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une activité de loisir, comme dirait un ami commun. Mais en tout cas, c'est une idéologie mortifère. Bref, quand je compare les deux, pour moi, le modèle le plus sain, c'est la structure de valeur et l'éthique qui nous est proposée par Vladimir Poutine, plus que celle de Zelensky ou de Joe Biden ou de, comment il s'appelle, l'autre fou qui s'est fait assassiner en prison, là, pas Epstein. Eichmann, Epstein, je confonds. Epstein et tous ces bizarres mecs que tu trouves de Macron en France, en Angleterre. Bref, après, je suis peut-être naïf, je suis peut-être sensible à la propagande, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, les valeurs qui me semblent être défendues aujourd'hui par la Russie sont plus proches des miennes que celles de l'Occident malade et moribond. Mais après, peut-être que je me laisse entourlupiner par leur propagande, je ne sais pas. Ah ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des faits. Donc, première chose, si ce que Golitsyn a révélé est vrai, ça veut dire que Macron, Biden, etc., sont des agents communistes.
Donc, on ne peut pas les amalgamer avec l'Occident. L'Occident, ce n'est pas un projet communiste au départ, c'est un projet chrétien, gréco-latin, voilà, helléno, je ne sais pas quoi, comme disait l'autre, en effet, mais qui a sorti capitaliste, donc anticommuniste. Donc, c'était tout le contraire. Alors, première chose, donc, si effectivement Macron est condamnable, c'est parce il s'est dit maoïste. Donc, voilà, tout est dit là. Et puis, il met en place en France le modèle chinois. Comme le modèle chinois est en train d'être mis en place un peu partout dans le monde. Bon. Donc ça, on ne peut pas dire l'Occident, c'est Macron, tu vois, tout comme on ne peut pas dire que Biden, c'est les États-Unis. Ça serait une grave erreur. Ou sûr. alors, Absolument. tu vois, c'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'était Pétain ou est-ce que c'était De Gaulle? C'est quand même pas la même chose. Bon. Maintenant, sur les faits, très important, l'image que projette, c'est le village Potemkin, pour moi, Poutine. C'est-à-dire que ce gars-là n'est pas chrétien, pas une seule seconde. L'Église orthodoxe, on le sait, c'est le joujou du KGB. Kirill, c'est un agent du KGB, j'espère que tu es au courant. Et puis, sur les faits eux-mêmes, là, tu me cites l'avortement. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a le plus d'avortements en Europe? Disons, celle qui va de Lisbonne à Vladivostok, comme le veut Macron. Habitants, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'Union soviétique, il y en avait beaucoup. Ça, vrai. Donc, c'est en Union soviétique, enfin, c'est en URSS aujourd'hui. Donc, en URSS, ex-URSS, en Russie. Si on prend, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La GPA, tu sais qu'elle a été mise en place en 1995 en Russie. Bien avant la France, en fait. Si tu prends le taux de divorce, il est bien supérieur en Russie, il est de 65,6% par rapport à pour 100 mariages, il est que de 55 en France. Alors c'est énorme, hein, mais il est supérieur en Russie. Comment? Tant mieux pour moi, j'en ai profité. Bon, voilà. Donc, mais pour te dire, donc, il est bien moindre en Allemagne, il est bien moindre. Là, j'ai les stats devant moi. Ensuite, parce que ça ressort toujours de la part des pro-russes qui veulent dépeindre en plus l'Occident comme décadent, alors que la Russie, il est beaucoup plus, en fait. Si tu regardes le taux d'homicide régional en Europe, il est infiniment supérieur en Russie par rapport à l'Europe de l'Ouest. Ça, je le crois volontiers. Voilà. Donc, en fait, sur la plupart de ce qui nous concerne, alors après, il y a effectivement le LGBT. Et ça, c'est quelque chose de différent, ça, je suis bien d'accord. Mais justement, c'est comme TikTok. Les Chinois poussent un TikTok occidental avec un algorithme occidental décadent qui pousse à des danses lascives, souvent de jeunes ados. J'en parlais avec mes gosses aujourd'hui. Ben voilà. Et ça, c'est la guerre de l'information parce qu'en Chine, ils ont un autre algorithme. Ils ont un algorithme qui favorise l'éducation, l'histoire, la science et qui limite à 40 minutes par jour. Alors que chez nous, il n'y a pas de limite de temps, etc. Eh bien, figure-toi qu'ils font pareil avec les LGBT. Ils poussent les lobbies, les financent, comme le réchauffement climatique d'ailleurs. Tout ça, en fait, tout ce qui affaiblit l'Occident est bon à prendre pour la Russie et pour la Chine. Donc, quand l'Allemagne, via les écolos financés par la Russie, pousse à la destruction de l'industrie nucléaire allemande, c'est pour favoriser derrière le gaz russe et les énergies renouvelables chinoises. Bon, ben c'est la même stratégie qu'il y a eu en France, à une moindre mesure, c'est la même stratégie qu'il y a eu en Hongrie, dans une moindre mesure, etc. Donc là, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, il y a effectivement des collabos à la tête de la plupart des pays occidentaux actuels. Les résistants comme Bolsonaro ou Trump sont virés d'une manière pas très catholique, à chaque fois, dans les mêmes procédures bizarres où les élections, les résultats s'inversent au dernier moment, on ne sait pas d'où ça sort, donc ça c'est du jamais vu. Et donc voilà où on en est. Donc nous, en tant que patriotes français ou suisses, occidentaux, quel est notre choix parce que là on doit faire un choix, là je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on doit choisir entre l'Ukraine et la Russie. Parce que c'est d'ailleurs un choix qui est de plus en plus fait dans nos pays. Si je prends la France, tu as de plus en plus de gens qui se positionnent aujourd'hui pour l'un ou pour l'autre. Et aucun des deux n'est parfait. Je veux dire, quand on soutient l'Ukraine, on n'est pas le chantre de la démocratie et de la raison. Hein. Et quand on défend la Russie, on n'est pas le communisme ultra, etc. Parce que justement, on est abusé, selon moi, par une propagande qui fonctionne bien. Puisque même des gens très informés comme toi s'y font prendre. Et là, tu vois, quand je te ramène à des faits précis, tu es bien obligé de voir que tout ce que tu viens de me dire est faux, en fait, intégralement. Pas sur tout ce qu'on vient de dire, mais sur l'avortement. Tu me citais l'avortement, c'est le contraire. Tu me citais la GPA, ou tu ne me la citais pas, mais la GPA est là depuis bien plus longtemps. Ça, c'est la décadence incarnée. J'espère que tu es d'accord. Et on peut le divorce, etc. Après, c'est l'avortement et le divorce, ce sont des héritages soviétiques, hein, clair. Je crois que c'est le premier pays à avoir
légalisé le divorce, je crois, l'Union soviétique en 1900, mais dit tout de suite, 1918. Et il y a un héritage soviétique, il y a aussi un héritage du bordel des années 90. Maintenant, moi, je te dis, j'en juge par rapport au... Alors, effectivement, ça peut être le miroir aux alouettes, ça peut être du village Potemkin, mais en tout cas, ce que nous dit Poutine comme objectif éthique de ce qu'il veut pour sa nation et pour les peuples qu'il, de son point de vue, veut libérer en Ukraine, ça me paraît sain. Maintenant, peut-être que c'est complètement faux. Maintenant, j'incite les gens qui nous écoutent, de toute façon, d'abord à réfléchir par eux-mêmes, de se documenter en lisant ces livres et d'autres. Et par exemple, sur la Chine, tu es le seul à faire ce travail en français. Donc, rien que pour ça, ça mérite qu'il soit écouté. Après, on verra. Peut-être que, en fait, t'as pas vu un truc énorme qui fait que c'est faux. Mais néanmoins, c'est un travail fondamental à faire pour les lire. Et moi, je pense que sur la Chine, tu as 95% juste. On verra bien. Mais et moi-même, pour la Russie, je me réserve le droit de changer d'avis si tout d'un coup, effectivement, je me rends compte que ce n'est que posture. Et je n'oublie pas que Vladimir Poutine et son entourage, ce sont aussi des politiques, ce sont des gens qui veulent du pouvoir. Et je te l'ai dit depuis le début, je crois que la Russie a, d'une manière différente que la Chine, d'une manière différente que les États-Unis ou que d'autres pays, a des velléités impérialistes. Impérialiste ne veut pas dire je domine le monde, à mon sens. Mais en tout cas, impérialiste, c'est certain. Il y a des sphères d'influence, il y a des sphères. Et là je pense qu'on sera d'accord, y compris avec Philippe Fabry, qui voit cette géopolitique profonde de la Russie, qui dit, voilà, la Russie... Alors lui, il voit la Russie vouloir récupérer les pays baltes à terme et plus encore. On verra. Mais clairement, si la Russie s'attaque aux pays baltes, je serai contre. Je serai complètement contre. Oui, mais pourtant, l'Ukraine, t'as pas suffi déjà. C'est déjà un signe quand même. L'objectif de la Russie n'est pas de conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Bah déjà, c'est même une partie. Russophone de l'Ukraine. Oui, mais russophone, tu as des russophones aux pays baltes aussi, alors pourquoi pas les pays baltes? C'est ce qu'on verra, mais là oui, mais ils sont pas traités comme ils étaient traités. Toi, tu en as parlé. Ah si, ils sont très mal traités aux pays baltes, les russophones. Alors, je ferai gaffe à leur pays. Attention. Oui, mais justement, c'est-à-dire jusqu'où ça va. C'est-à-dire que moi, je vois surtout l'alliance internationale qui est en train de se créer très clairement autour de la Russie et de la Chine. C'est toutes les dictatures du monde, je veux dire officielles, les dictatures islamiques. Maintenant que l'Arabie Saoudite a rejoint le camp, on peut même plus mettre ça sur le dos des États-Unis. Ah, vous êtes avec l'Arabie Saoudite, etc. Ah ben non. Maintenant, ils sont du côté russo-chinois. Donc ça, c'est vrai que ça change. Mais après tout, on peut très bien avoir été. Moi, je le suis anti-impérialiste. Et j'étais très hostile à l'impérialisme américain. Si l'impérialisme russe il dépasse certaines bornes, il ne les a pas encore dépassées à mon avis, là je deviendrai hostile également, parce que c'est un principe éthique, que chaque peuple a le destin de se autodéterminer, à mon sens. C'est pour ça que quand les gens disent t'es sioniste, ben oui. S'il y a des gens qui habitent en Israël et qui veulent avoir leur pays, bah, qu'ils soient israéliens, puis voilà. Et de la même manière, je suis pour qu'une Ukraine existe. Maintenant, avec quelles frontières bah, ça, ce sera, hélas, les armes qui vont en décider. Ouais. J'espère que encore 30 morts aujourd'hui dans un immeuble à Dniepro. C'est quand même grave tout ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas un seul Russe civil qui meurt aujourd'hui. Il y en a zéro. Donc c'est ça la différence quand même. Tu dis il y a des morts de deux côtés, il y a quand même des civils que d'un seul côté, dans un pays qui est attaqué quand même. T'es d'accord? Parce qu'en Allemagne, en 1940, il n'y avait pas beaucoup d'Allemands civils qui mouraient. Hein. Pourtant, en 1944, ça a été des millions. Donc, les guerres, le problème des guerres, c'est que tu sais toujours comment tu les démarres, mais tu ne sais pas comment tu les finis. Et donc, il faut faire très, très attention, et surtout avec des puissances nucléaires. Enfin, moi, je l'ai dit depuis le début, je comprends les objectifs russes, hein, mais je regrette vraiment et sincèrement cette guerre. Et je pense que de toute façon, c'est une mauvaise, même du point de vue russe, c'était un mauvais choix. Mais bon, voilà. C'est leur frère, hein, soi-disant. Donc, ils attaquent leurs frères. D'ailleurs, même d'un point de vue décadence, orthodoxie, au niveau de la fréquentation des églises, ils fréquentent beaucoup plus les églises en Ukraine qu'en Russie. Donc ça, il faut creuser aussi. Parce que dès qu'on en arrive à la décadence, on se rend compte qu'on s'est fait enfumer par la propagande russe, avec des collabos, tu vois, juste que des Tucker Carlson, que j'estimais moi beaucoup parce qu'il a beaucoup tapé sur la Chine, ou des Steve Bannon, mais qui en fait jouent pour les sino-russes.
C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire, ils tapent d'un côté sur la Chine, mais en Europe, ils font l'alliance. Bannon a fait la tournée des popotes en 2018 pour faire l'alliance de tous les pro-russes, et y compris communistes, comme des Marine Le Pen, etc. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des trucs. C'est vrai que la grande illusion en France, c'est de croire que le Front National, Marine Le Pen et son parti, avec des exceptions, hein, bien sûr, individuelles et des sous-mouvements, ce sont des gens de droite, ils sont à gauche, ou en tout cas du centre-gauche. Ça c'est. Mais bon. Ils font alliance avec Poutine et Orban. Ouais, ça se retrouve, tu vois. Ah, c'est étonnant. Bon. Enfin bon, on verra. En tout Voilà, cas, je pense qu'il faut que tu digères. Tu as lu beaucoup de choses là, mais c'est encore trop tôt pour que tu aies tout digéré. Et tu vas voir, c'est ça l'avantage, c'est Golitsyn te fait changer de paradigme et tu vas voir maintenant les événements qui se passent sous un autre angle. C'est ça qui est intéressant. Et au bout d'un moment, tu réaliseras, je pense, que j'ai raison et que tu as tort. Voilà. Pour résumer. Raison, non pas pour avoir raison, mais j'espère avoir. Alors j'espère l'inverse. J'espère que j'ai raison et que tu as tort, parce qu'effectivement, je voudrais encore moins vivre dans une dictature communiste que dans une dictature bizarro LGBT machin. Parce qu'au moins dans celle bizarro LGBT, 4 ou 5 mecs comme moi, avec un peu de suite dans les idées, on prend le pouvoir. Dans une dictature communiste, on finit au goulag. C'est ça. Là, on n'est pas encore au goulag. Ouais. C'est pour ça que Macron, c'est un peu un nain par rapport à Poutine au niveau totalitaire. Alors que je déteste Macron, mais il faut reconnaître que c'est un enfant de cœur. Oui, mais c'est une marionnette en plus. Mais bon, on ne sera pas d'accord sur de qui, mais en tout cas, c'est une marionnette. En tout cas, merci beaucoup, Pierrot, d'avoir passé du temps avec moi ce matin. Et je dis, comme on va partager cette vidéo sur nos réseaux, moi je dis à gens qui me suivraient, qui ne seront pas encore abonnés à ta chaîne Patreon, abonnez-vous à la chaîne de Jean-Romain. Ces 2 livres valent la peine. Franchement, c'est quoi, 20 € chacun, un peu là. C'est bien investi. C'est à avoir dans sa bibliothèque. Moi, c'est les 2 livres les plus importants que j'ai lus dans ma vie, je crois, après la Bible, après l'institution de Calvin, peut-être. Mais voilà où je place, c'est-à-dire que c'est incroyable, des livres de non-fiction. Pour moi, c'est ceux qui m'ont le plus changé la perception, quoi. Pas toi? Écoute, j'ai pas de livres historiques comme ça qui me viennent à l'esprit, mais c'est des livres. Ça secoue, quoi. Oui, ça mériterait plus de lecture dans les archives dès qu'elles s'ouvrent dans l'Union soviétique. Et en tout cas, ils sont fascinants. Ils sont fascinants. C'est vraiment un point de vue étonnant. Je vais conclure toute petite anecdote personnelle. En 1986, je me souviens d'être avec un de mes meilleurs amis, Olivier. On était dans un fast-food à Genève et on se disait, ouais, t'as entendu ces histoires parce que c'était les Soviétiques qui avaient proposé la réunification allemande à l'époque, voilà. Et puis on se disait, mais imagine qu'en fait, cette perestroïka et cette tentative de réunification allemande, ce ne soit pas un immense travail d'infiltration en fait de l'Occident. En tout cas, on avait pressenti, adolescents, parce qu'on était très anticommuniste à l'époque, bien sûr, et on avait pressenti que c'était peut-être une arnaque cette histoire, tu vois. Ah oui, on a souvent, moi j'ai écrit mon premier livre à 19 ans, on a souvent, et depuis je ne cesse de redire ce que j'ai dit, mais de manière plus mature. Donc souvent notre vie, c'est continuer ce qu'on a pensé à 20 ans. Parce qu'on avait les idées claires, on n'était pas encore, tu vois, on n'avait pas de la propagande. Là, on vit dans un monde où il y a de la propagande. Tu vois, même des gens comme toi que j'estime être surinformés, tu arrives quand même à tomber dans des pièges assez évidents, quoi, de Poutine. Tu vois, enfin, là, je te l'ai démontré, donc c'est important que tu en tiennes compte, parce que je suis quelqu'un qui fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Et ben voilà, là, tu as la preuve du contraire, voilà. Donc très bien. Là, je te remercie. Passe une bonne journée à Tahiti. Ouais, merci toi aussi. Salut. À très bientôt.